Quand ma fille m'a dit que j'étais inutile lors de son dîner de répétition, j'ai affiché un sourire figé comme de la porcelaine, malgré la douleur. Quelques jours plus tard, je la regardais ouvrir enveloppe après enveloppe de facture de mariage, sans que mon nom n'apparaisse nulle part. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la vengeance ne venait pas toujours en fanfare. Parfois, elle arrive par la poste. Si vous regardez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire si un enfant vous a déjà brisé le cœur. Croyez-moi, vous voudrez savoir comment ça se termine. Je n'avais que 19 ans quand j'ai eu Mélissa. Jeune, effrayée, avec seulement 20 € en poche et un bébé qui avait besoin que je sois plus forte que je ne me sentais. Son père, eh bien, il a disparu plus vite que les échantillons gratuits dans un supermarché. Il m'a laissé avec un nouveau-né et une pile de factures que je ne pouvais pas payer. Mais quand j'ai plongé mon regard dans les yeux de ma fille, quelque chose en moi s'est durci comme de l'acier. Je lui ai promis alors, ma puce, tu ne manqueras de rien. Pas comme moi. Et le ciel m'est témoin, j'ai tenu cette promesse. J'ai enchaîné 3 boulots, serveuse le matin, femme de ménage le soir, et des shifts le week-end à la blanchisserie de l'hôpital. Mes mains étaient toujours rouges et gercées, mais je prenais quand même le temps de peindre les petits ongles de Mélissa en rose les dimanches après-midi. Nous vivions dans un 2 pièces au-dessus du garage de Madame Calabrese. Ça sentait l'huile de moteur et la cuisine italienne, mais c'était propre, et c'était chez nous. On a de la chance, n'est-ce pas, Mélissa ? Je disais alors que nous partagions un plat de pâte au fromage, faisant semblant que c'était un festin. On salue l'une l'autre. Elle hochait sa petite tête blonde, un peu de sauce au fromage sur le menton, et je me sentais la femme la plus riche du monde. Quand Mélissa a commencé l'école, j'ai suivi des cours du soir pour obtenir mon BTS. J'étudiais à la table de la cuisine après l'avoir couchée, m'endormant sur mes manuels plus de nuit que de raison. Mais j'ai obtenu mon diplôme, et ce certificat m'a permis d'obtenir un poste de bureau dans une compagnie d'assurance. Le salaire n'était pas beaucoup mieux, mais les horaires étaient fixes, et nous avons finalement déménagé dans une petite maison dans un quartier convenable. Tu vois ça, ma puce ? J'ai montré notre petite maison verte avec la boîte aux lettres de travers. C'est tout à nous. Mélissa avait 7 ans alors, ses yeux écarquillés d'émerveillement. Tu l'as acheté, maman ? Pas encore, ai-je ri. Mais un jour. Un jour a pris 15 ans, mais j'y suis arrivée. J'ai économisé sou après sou, découpé des coupons jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal, et j'ai acheté cette petite maison verte entièrement, juste avant que Mélissa ne termine le lycée. Sans prêt. Ma plus grande fierté. Quand elle a été acceptée à l'université d'État, j'ai organisé un barbecue dans le jardin qui a vidé mon compte épargne. Chaque centime en valait la peine pour voir son visage quand je lui ai tendu la lettre d'acceptation que j'avais encadrée. Ce cadre m'a coûté 35 €, plus que je n'avais jamais dépensé pour quoi que ce soit d'autre que le nécessaire, mais ma puce méritait quelque chose de spécial. « Maman, tu n'aurais pas dû », a-t-elle dit, mais ses yeux pétillaient. « Je voulais, ma chérie », lui ai-je répondu. « Tu l'as mérité. » L'université a changé Mélissa. Pas du jour au lendemain, mais lentement, comme l'eau s'infiltrant à travers les fissures du béton. Elle est rentrée pour les vacances de la Toussaint avec des mèches dans les cheveux et des histoires sur des amis dont les parents possédaient des résidences secondaires. Elle a picoré mon rôti de bœuf, le même qu'elle avait toujours appelé son préféré, et a demandé si j'avais déjà essayé le quinoa. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, me sentant bête quand elle a levé les yeux au ciel. « C'est une céréale, maman. Tout le monde en mange maintenant. » Ce Noël-là, elle a demandé une veste North Face qui coûtait plus cher que nos charges mensuelles. Je l'ai achetée, travaillant des heures supplémentaires pendant 2 mois d'affilée. Quand elle l'a ouverte, elle m'a serré dans ses bras rapidement et a dit « Merci, maman », avant de consulter son téléphone. Ça m'a fait mal, mais je me suis dit que ce n'était qu'une phase. Tous les enfants passent par là quand ils commencent à se trouver. En 3e année, Mélissa avait rejoint une association étudiante et commencé à sortir avec Bradley Harrington III. Oui, avec les chiffres romains et tout. Son père possédait la moitié de l'immobilier de notre région, du moins c'est ce qu'il semblait d'après la façon dont Mélissa en parlait. Les Harrington m'ont invité à Courchevel pour les vacances de printemps, a-t-elle annoncé lors d'une de ses rares visites à la maison. Je pliais le linge, son linge, qu'elle avait rapporté dans des sacs poubelles. Ça a l'air cher, ma chérie. Elle a soupiré ce soupir, celui qui me donnait l'impression de l'embarrasser juste en existant. Il paie, évidemment. La mère de Brad a dit que je devrais me procurer de nouveaux vêtements de ski, par contre. Quelque chose à propos de faire bonne figure. J'ai fini par contracter un petit prêt pour ses vêtements de ski. 3 000 € pour faire bonne figure, dont elle s'est plainte qu'ils n'étaient même pas des marques que les autres filles porteraient. C'est bon, a-t-elle dit avec ce sourire contraint. Personne n'attend de toi que tu comprennes la mode, maman.
Quand ma douce fille, qui montait dans mes bras et me disait que j'étais sa meilleure amie, est-elle devenue cette étrangère qui me regardait comme si j'étais quelque chose collé à la semelle de sa chaussure? Après son diplôme, Mélissa a déménagé en ville. Elle a trouvé un emploi dans une agence de marketing. Un poste de débutante, mais avec le genre de salaire de départ que je ne gagnais toujours pas après 25 ans de travail. Elle appelait de moins en moins. Quand nous parlions, c'était de Bradley et de leur cercle d'amis et des restaurants qu'ils essayaient, des endroits où un verre de vin coûtait l'équivalent de mes courses de la semaine. Puis l'appel est arrivé. Maman. Sa voix pétillait au téléphone comme du champagne. Brad m'a demandé en mariage. On va se marier. Mon cœur a gonflé malgré tout. Ma petite fille, qui se marie. Oh, Mélissa. C'est une merveilleuse nouvelle. Raconte-moi tout. Et elle l'a fait, pendant 2 heures d'affilée. La bague, 3 carats, la demande sur un yacht, les plans, un mariage en juin au domaine de la famille Harrington. Et le jardin botanique? Ai-je suggéré timidement. Tu as toujours dit que tu voulais te marier là-bas un jour. Quand elle avait 16 ans, nous avions traversé ces jardins, et elle avait pointé un kiosque couvert de roses et m'avait fait promettre que c'est là qu'elle aurait son mariage un jour. Le silence à l'autre bout du fil m'a giflé. Maman, a-t-elle finalement dit, sa voix pleine de pitié, c'est gentil que tu t'en souviennes, mais nous avons dépassé ce genre de côté pittoresque. Les Harrington organisent des galas de charité qui coûtent plus cher que tout ce jardin. J'ai dégluti. Bien sûr, ma chérie. Je pensais juste. Quoi qu'il en soit, a-t-elle interrompu, nous devons parler du budget. Le père de Bradley s'occupe du dîner de répétition et de la lune de miel, bien sûr, mais la mère de Bradley et moi avons pensé que ce serait bien si tu pouvais couvrir la cérémonie et la réception. Moi? Ma voix est sortie en un couinement. Eh bien, traditionnellement, c'est la famille de la mariée qui paie, a-t-elle dit, comme si je ne le savais pas, comme si je n'avais pas mis de côté un peu d'argent chaque mois depuis qu'elle était au lycée dans ce but précis. Je sais, ma chérie. J'ai économisé, mais je ne suis pas sursis. Combien as-tu? A-t-elle demandé sans détour. J'ai hésité. Environ 40 000 €. Il y a eu une pause, puis un rire qui m'a transpercé. Oh, maman. C'est mignon. Mais on parle plutôt de 65 000 €. Au minimum. La pièce a un peu tourné. 65 000 €? Mélissa, c'est ce qu'un mariage coûte, a-t-elle terminé pour moi. Écoute, si tu ne peux pas te le permettre, dis-le simplement. Les Harrington peuvent couvrir, mais ce serait embarrassant pour toi, n'est-ce pas? Je veux dire, tout le monde saurait que tu n'as pas pu offrir un mariage digne de ce nom à ta seule fille. Et voilà, le couteau, tourné avec expertise entre mes côtes. Je m'en occuperai, je me suis entendu dire. Super. Sa voix s'est éclaircie instantanément. Je t'enverrai par email les coordonnées de l'organisatrice. Nous avons déjà choisi la plupart des choses. Tu auras juste besoin de signer les contrats et de faire les chèques. Après avoir accroché, je me suis assise à ma table de cuisine. La même où j'avais aidé Mélissa à faire ses devoirs, où nous avions joué à des jeux de société les jours de pluie, où j'avais rempli ses dossiers d'inscription à l'université parce qu'elle était trop occupée par ses entraînements de pom-pom girl, et j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. 65 000 €. Plus que ce que j'avais payé pour notre maison. Plus que ce que mon compte retraite contenait après des décennies d'économie prudente. Comment pouvait-elle me demander cela si négligemment? Comment pouvait-elle ne pas voir ce que cela me coûterait, pas seulement financièrement, mais en années de ma vie? Je devrais travailler jusqu'à ce que je tombe raide morte. Mais j'ai essuyé mes yeux et j'ai commencé à faire des calculs. Je pourrais prendre une deuxième hypothèque, liquider ma retraite, prendre du travail le week-end au grand magasin d'articles pour la maison qui embauchait toujours. Je pouvais le faire parce que j'aimais ma fille. Parce que je ne lui avais jamais dit non, pas quand ça comptait. L'organisatrice de mariage, Simone, m'a appelé le lendemain. Elle avait un accent parisien un peu précieux et m'appelait « chérie », d'une manière qui sonnait comme une insulte. Alors, Mélissa et Brad ont choisi le Rosewood Estate pour le lieu, m'a-t-elle informée. Un choix absolument divin. Ils ont réservé le 15 juin, ce qui nous laisse seulement 4 mois, donc nous devrons agir rapidement. L'acompte est de 15 000 €, et ils en auront besoin d'ici la fin de la semaine pour bloquer la date. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. 15 000 €? Juste pour un acompte? Le rire de Simone a teinté comme du verre brisé. Oh, chérie, ce n'est que pour le lieu. Nous n'avons même pas encore discuté des fleurs, du traiteur ou de la robe. Cette nuit-là, j'ai appelé Mélissa. Ma chérie, à propos du lieu. N'est-ce pas incroyable? A-t-elle jailli. 120 hectares de jardins impeccables,
et la salle de bal a de la vraie feuille d'or au plafond. Les Harrington y ont organisé un gala de charité l'année dernière, et la mère de Bradley a dit que c'était l'endroit parfait pour nous. C'est magnifique, ai-je convenu, mais ma chérie, la compte seule est de 15 000 €. Je pensais que nous pourrions peut-être regarder d'autres options. Un bel hôtel particulier du centre-ville est charmant, et... L'hôtel particulier? Sa voix est devenue glaciale. Maman, tu veux que je sois humiliée? Tout le monde sait que les hôtels particuliers sont pour les gens qui n'ont pas les moyens d'un vrai lieu. J'ai fermé les yeux, comptant jusqu'à 10 en silence. Il ne s'agit pas de savoir si on a les moyens, Mélissa. Il s'agit de ce qui est raisonnable. 15 000 €, c'est beaucoup d'argent juste pour réserver un endroit pour une journée. Si tu ne peux pas te le permettre, dis-le simplement, a-t-elle dit, le refrain familier. Je demanderai au père de Bradley. Je suis sûre qu'il ne voudrait pas que le mariage de Brad soit moins que parfait juste parce que ma mère est radine. Ce mot, radine, après tout ce que je lui avais donné, tout ce que j'avais sacrifié. Ça m'a frappé comme un coup physique. Je ne suis pas radine, ai-je dit doucement. Je veux juste m'assurer que nous prenons de bonnes décisions. La décision est prise, maman. Nous réservons le Rosewood. Si tu ne paies pas la compte, dis-le-moi maintenant pour que je puisse prendre d'autres dispositions. J'entendais la menace dans sa voix. Si je ne payais pas, je serais exclue. Reléguée au rang de simple invitée au mariage de ma propre fille, si j'avais la chance d'être encore invitée. Je paierai, ai-je dit, la défaite lourde dans ma voix. Super. Je dirai à Simone d'envoyer le contrat. 3 jours plus tard, Simone m'a envoyé le contrat du lieu par email. Je l'ai imprimé au travail, mes mains tremblant légèrement en lisant les termes. 60 pages de jargon juridique pour l'utilisation d'un bâtiment pendant une journée. Le coût final, incluant les minimums traiteurs, les frais de location et les frais de service, s'élevait à un peu plus de 30 000 €. La moitié de mon salaire annuel. Alors que je tournais à la page de signature, quelque chose a attiré mon attention. Le contrat était établi au nom de Mélissa Warren, pas au mien. J'ai froncé les sourcils, lisant les petits caractères plus attentivement. Le sous-signé accepte d'être l'unique responsable de tous les frais engagés. Une étrange sensation m'a envahi en fixant cette ligne. Le sous-signé. La personne qui signait serait responsable du paiement. Légalement responsable. J'ai décroché le téléphone et appelé Simone. À propos de ce contrat, ai-je dit prudemment. Il y a le nom de Mélissa dessus, pas le mien. Oui, chérie, a répondu Simone, l'air ennuyé. C'est son mariage, après tout. Procedure standard. Vous n'aurez qu'à obtenir sa signature, et ensuite vous pourrez envoyer le chèque d'acompte séparément. Donc Mélissa doit le signer, pas moi? Ai-je clarifié. C'est exact. La mariée et le marié sont les parties contractantes. Vous n'êtes que le carnet de chèques, chérie. Elle a ri de sa propre blague. Rien qu'un carnet de chèques. Les mots ont résonné dans ma tête longtemps après que j'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce contrat, à l'attitude de Mélissa, aux 10 dernières années à regarder ma douce fille se transformer en quelqu'un qui ne me voyait que comme un distributeur automatique sur pattes. J'ai pensé à la retraite que je n'aurai désormais jamais, aux années dorées que je passerai à travailler à l'hypermarché du coin au lieu de profiter des petits plaisirs que je m'étais refusés pendant des décennies. Et pourquoi faire? Pour une fille qui me traitait de radine, après que je lui avais tout donné? Quand mon réveil a sonné à 5 heures du matin, j'avais pris ma décision. J'ai imprimé le contrat, signé une note autocollante disant « Signé ici » et l'ai placé sur la ligne de signature, puis je suis allée à l'appartement de Mélissa avant le travail. « Qu'est-ce que tu fais là si tôt ?» a-t-elle demandé, ouvrant la porte dans son pyjama de soie qui coûtait probablement plus cher que toute ma garde-robe. J'ai apporté le contrat du lieu, ai-je dit, forçant un sourire. Ils ont besoin de ta signature tout de suite pour bloquer la date. J'ai le chèque d'acompte prêt à être envoyé dès que tu auras signé. Elle a bâillé, prenant le contrat sans même le regarder. Tu as un stylo? Je lui ai tendu mon stylo préféré. Un stylo Bicross qui avait été un cadeau de mon patron quand j'avais travaillé 20 ans dans l'entreprise. Elle a griffonné sa signature sans lire un seul mot du contrat, puis me l'a rendu. Voilà. Contente maintenant? J'ai hoché la tête, glissant le contrat dans mon sac à main. Je m'occuperai de tout, ma chérie. Et je le pensais, mais pas de la manière dont elle l'imaginait. Au cours des semaines suivantes, un schéma s'est dessiné. Simone envoyait des contrats, pour les fleurs, pour le traiteur, pour l'orchestre, pour le photographe, tous au nom de Mélissa. Je les apportais à Mélissa, qui signait sans lire. J'envoyais ensuite les acomptes, veillant à tout documenter méticuleusement.
Melissa et Madame Harrington, appelez-moi Bitsy, chérie, sont allées essayer des robes sans moi. Elles ont trouvé une robe Vera Wang qui coûtait 20 000 €. Madame Harrington m'a aidé à la choisir, m'a dit Melissa au téléphone. Elle a un goût tellement incroyable. La robe doit être payée en totalité avant que les retouches ne puissent commencer. J'ai dégluti. 20 000 € pour une robe que tu porteras une seule fois. Mon Dieu, maman, a-t-elle gémi. C'est une Vera Wang. Et ce n'est pas comme si tu allais te ruiner ou quoi que ce soit. Tu es juste dramatique. Cette nuit-là, j'ai regardé mes comptes bancaires. Entre la deuxième hypothèque, mon épargne retraite liquidée et mes économies d'urgence, il me restait exactement 68 742 €. Assez pour couvrir le mariage, avec à peine de quoi vivre. Mon avenir, vidé pour un seul jour de la vie de Melissa. Mais le lendemain matin, j'ai appelé le salon de mariage. C'est la mère de Melissa Warren. Je crois qu'elle a choisi une robe. Oui, la Vera Wang Elizabeth. Un choix absolument magnifique, s'est extasiée la vendeuse. J'aimerais payer la compte aujourd'hui, ai-je dit, et faire envoyer le contrat pour qu'elle le signe. Bien sûr. La compte est de 50%, ce qui représente 10 000 €. Allez-vous le régler par carte de crédit? J'ai fermé les yeux brièvement. Oui. Mais s'il vous plaît, assurez-vous que le contrat soit au nom de Melissa, pas au mien. Elle est très exigeante quant au fait que tout soit à son nom. Aucun problème. Je vous enverrai le contrat par email immédiatement, et elle pourra le signer par voie électronique. J'ai transféré l'email à Melissa avec une note, il faut juste ta signature, ma chérie. Je m'occuperai du paiement une fois que tu auras signé. Elle a répondu en quelques minutes, fait. Je t'aime. Elle n'a posé aucune question. Elle ne s'est pas demandé pourquoi chaque contrat était uniquement à son nom. Elle n'a pas trouvé étrange qu'elle s'engage légalement à des dizaines de milliers d'euros d'obligations. Parce que dans son esprit, je n'étais que le carnet de chèques. La machine à sous. Le filet de sécurité qui serait toujours là pour la rattraper. À l'approche de la date du mariage, Melissa est devenue de plus en plus exigeante. Elle appelait à toute heure avec des urgences. La mauvaise nuance de rose pour les nappes, une décision de dernière minute d'ajouter une fontaine à champagne, un besoin soudain de feu d'artifice à la fin de la réception. À chaque fois, je me procurais calmement les contrats, les lui faisais signer et payais les acomptes. À chaque fois, je tenais des registres méticuleux. À chaque fois, je me disais que tout en vaudrait la peine à la fin. 2 semaines avant le mariage, Melissa m'a appelée en larmes. « Maman, c'est un désastre. Le fleuriste dit qu'ils ne peuvent finalement pas avoir de pivoine, et nous devons utiliser des roses de jardin à la place. » Des roses de jardin, maman. Comme si nous faisions un barbecue dans le jardin ou quelque chose comme ça. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille alors qu'elle sanglotait de façon dramatique. Ma chérie, les roses de jardin sont magnifiques. Je suis sûre que personne ne remarquera la différence. Brad remarquera. Les Harrington remarqueront. Tous ceux qui comptent remarqueront. Tous ceux qui comptent. Les mots piquaient plus qu'ils n'auraient dû après tout ce temps. Eh bien, ai-je dit prudemment, que dit le contrat? Y a-t-il une clause de substitution? Elle a soufflé avec impatience. Comment pourrais-je le savoir? Tu as tous ces papiers. En fait, tu l'as signé, ma chérie. C'est ton contrat avec le fleuriste. Peu importe, maman. Peux-tu simplement les appeler et arranger ça? Leur offrir plus d'argent ou quelque chose? Je ne peux pas avoir de roses de jardin à mon mariage. Je ne peux juste pas. J'ai promis d'y regarder, puis j'ai raccroché et me suis versé un verre de vin, ce qui était rare. En le sirotant lentement à ma table de cuisine, j'ai pensé à toutes les choses que Melissa ne pouvait pas avoir à son mariage. Des roses de jardin, un budget inférieur à 65 000 €, une mère qui n'était pas inutile, au-delà de son carnet de chèques. La nuit du dîner de répétition est arrivée, chaude et parfaite avec une douce brise de juin. Les Harrington avaient réservé tout le toit-terrasse du restaurant le plus exclusif de la ville. La vue était certes spectaculaire, le coucher de soleil peignant le ciel de nuances de rose et d'or qu'aucun fleuriste de mariage ne pourrait reproduire. Je portais ma plus belle robe, une robe fourreau bleu marine que j'avais achetée en solde aux Galeries Lafayette il y a 3 ans. Je l'avais fait retoucher pour l'adapter à ma silhouette amincie, le stress m'avait fait perdre 7 kilos pendant le processus d'organisation du mariage, et j'y avais ajouté un nouveau collier, des bijoux fantaisie, mais assez jolis. Alors que je sortais de l'ascenseur sur le toit-terrasse, j'ai immédiatement vu Melissa. Elle était radieuse dans une robe de cocktail blanche, ses cheveux blonds élégamment relevés, le bras de Bradley possessivement autour de sa taille. Ils étaient entourés d'un cercle d'admirateurs, sa famille, leurs amis, tous semblant sortis d'un magazine. Melissa m'a aperçue et m'a fait signe,
son sourire éclatant mais n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Maman. Tu es là. » Elle m'a fait la bise, en évitant soigneusement de toucher ma joue pour ne pas étaler son maquillage. « Tout le monde, voici ma mère, Joanne. » Un chœur de bonsoir m'a accueilli, la plupart des gens me jetant à peine un regard avant de reprendre leur conversation. La mère de Bradley, Bitsy, m'a regardé de haut en bas avec un sourire qui aurait pu glacer l'enfer. « Joanne, chérie, ravie de te rencontrer enfin. Mélissa nous a tant parlé de toi et de ta pittoresque petite maison. » J'ai souri poliment. « Ravie de vous rencontrer aussi, Madame Harrington. »« Oh, s'il te plaît, appelle-moi Bitsy. Après tout, nous allons être de la même famille. » Elle m'a tapoté le bras comme si j'étais une enfant. Je dois dire, c'est si courageux de ta part de prendre en charge le fardeau financier de ce mariage. Herbert et moi avons proposé d'aider, bien sûr, mais Mélissa a insisté sur le fait que sa mère voulait faire cela pour elle. Une fille si traditionnelle, notre Mélissa. J'ai jeté un coup d'œil à ma fille, qui a soudain trouvé son verre de champagne fascinant. Oui, ai-je dit prudemment. Très traditionnel. Le dîner lui-même fut un flou de plats inconnus et de conversations inconfortables. J'étais assise entre l'ancienne grand-mère de Bradley, qui était presque sourde, et un cousin qui était gestionnaire de fonds d'investissement et semblait physiquement incapable de parler d'autre chose que d'argent. « Alors, a-t-il demandé entre deux bouchées de quelque chose qui ressemblait à de la mousse sur une cuillère, « Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Joanne ?»« Je suis assistante administrative dans une compagnie d'assurance, » ai-je dit. Ses yeux se sont immédiatement vitreux. « Fascinant, » a-t-il menti, puis s'est tourné pour parler à la personne à son autre côté. Après le dîner, le père de Bradley s'est levé pour porter un toast. Il était grand et aux cheveux argentés, dégageant le genre de confiance qui vient de n'avoir jamais eu à se soucier de l'argent de sa vie. À Bradley et Mélissa, a-t-il tonné, levant sa flûte en cristal. Que votre vie ensemble soit aussi parfaite que cette soirée. Brad, ta mère et moi ne pourrions pas être plus fiers de l'homme que tu es devenu et de la femme que tu as choisie. Et Mélissa, il s'est tourné vers ma fille avec un sourire chaleureux, tu es déjà comme une fille pour nous. Bienvenue dans la famille, ma chère. Tout le monde a applaudi et siroté son champagne puis, à ma grande surprise, Mélissa se leva, un peu chancelante après plusieurs verres de vin. Je veux aussi porter un toast, annonça-t-elle, ses mots un peu empâtés. À mes merveilleux futurs beaux-parents, qui m'ont montré ce qu'est une vraie famille. Elle leva son verre vers les Harrington. Et à ma mère, elle se tourna vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, qui a réussi on ne sait comment à se saigner aux 4 veines pour ce mariage. Maman est fauchée, après ça, elle ne sert plus à rien. La salle devint silencieuse. Quelques rires nerveux éclatèrent, puis s'éteignirent rapidement. Je sentis tous les regards se tourner vers moi, les expressions allant du choc à la pitié en passant par une gêne amusée. À cet instant, quelque chose en moi qui s'était plié pendant des années se brisa finalement. Tous les sacrifices, tout l'amour, tout l'espoir qu'un jour elle me verrait comme plus qu'un simple portefeuille. Tout s'effondra sous le poids de sa cruauté désinvolte. Mais je ne pleurais pas. Je ne criais pas. Je ne fis pas de scène. Yesuris. Aux heureux mariés, dis-je, levant mon verre d'une main ferme. Puissiez-vous obtenir tout ce que vous méritez. Les yeux de Mélissa se plissèrent légèrement, comme si elle cherchait à déceler un sens caché dans mes mots. Mais elle était trop noyée dans son champagne pour penser clairement, et le moment passa quand Bradley l'attira dans un baiser et que tout le monde applaudit de nouveau. Plus tard, alors que la fête tirait à sa fin, Bitsy Harrington me coinça près du buffet des desserts. « Je dois m'excuser pour la petite plaisanterie de Mélissa, » dit-elle à voix basse. Les jeunes oublient parfois les bonnes manières après quelques verres. J'affichai un masque d'indulgence maternelle. Ce n'est rien. Mélissa est juste excitée pour demain. Bitsy me tapota de nouveau le bras. Je commençais à détester cette tape condescendante. Tout de même, c'était inapproprié. Surtout étant donné votre situation. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Herbert et moi serions ravis de vous aider, vous savez. On ne peut pas laisser la mère de Mélissa se tuer à la tâche pour rembourser des dettes de mariage à votre âge. À mon âge. Comme si j'étais une vieille femme à 51 ans. C'est très aimable, dis-je, me forçant à paraître reconnaissante plutôt que furieuse. Mais tout est pris en charge. Elle leva un sourcil parfaitement dessiné au crayon. Tout ? Le pavillon des étoiles ne coûte pas rien, ma chère. Ni d'ailleurs tout ce que Mélissa a choisi. Je suis consciente des coûts, dis-je d'un ton égal. Jusqu'au dernier centime. Bitsy parut peu convaincue, mais fut distraite par l'arrivée de l'organisatrice de mariage, Simone, qui avait besoin de son avis sur des changements de dernière minute pour le plan de table.
Alors qu'elle s'éloignait, j'entendis Bitsy dire « Pauvre Joanne. Mélissa dit qu'elle a hypothéqué sa maison pour payer tout ça. Vous imaginez ?» La réponse de Simone me parvint « En fait, les contrats sont tous au nom de Mélissa, pas de Joanne. » Je n'entendis pas la réponse de Bitsy, mais je la vis s'arrêter brusquement et se tourner pour me regarder avec une nouvelle expression. Quelque chose entre la surprise et un respect à contre-cœur. Je souris et levai légèrement mon verre de champagne dans sa direction avant de me détourner. Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'hôtel, la moins chère de l'établissement où séjournait la noce, et qui coûtait tout de même près de 300 € la nuit, j'organisais ma tenue pour le lendemain et révisais mes notes une dernière fois. Chaque contrat, lieu, traiteur, fleurs, orchestre, photographe, vidéaste, gâteau, robe, retouche, coiffure et maquillage, transport, éclairage, sonorisation, même le ridicule feu d'artifice, tous au nom de Mélissa. Tous les acomptes payés par mois, tous les soldes finaux dus immédiatement après les services rendus. Le tout s'élevant à exactement 65 000 €. J'avais tenu ma promesse. J'avais payé le mariage de rêve de ma fille. Chaque acompte, jusqu'au dernier centime. Mais les paiements finaux, ils seraient dus dans les jours suivant le mariage. Et ces factures arriveraient dans la boîte aux lettres de Mélissa, pas dans la mienne. Alors que j'éteignais la lumière et m'installais dans mon lit, je me demandais à quoi ressemblerait le visage de ma fille lorsqu'elle ouvrirait cette première enveloppe. Quand elle réaliserait ce que j'avais fait. Quand elle comprendrait que les actions, et les mots, ont des conséquences. J'aurais dû me sentir coupable. J'aurais dû me sentir triste. Au lieu de cela, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années en ce qui concernait ma fille. La paix. Demain, Mélissa aurait son jour parfait, son mariage de conte de fées, son moment sous les projecteurs. Et puis les factures commenceraient à arriver. Le sommeil vint facilement cette nuit-là, profond et sans rêve. Au matin, j'enfilerais ma robe de prêt-à-porter et mon maquillage de grande surface et regarderais ma fille épouser la famille qu'elle jugeait supérieure à la sienne. Je sourirais, poserais pour les photos et jouerais le rôle de la mère fière. Mais je connaîtrais la vérité, que parfois, les leçons les plus importantes viennent avec les prix les plus élevés. Et l'éducation de ma fille était sur le point de commencer. La lumière du matin filtra à travers les rideaux de l'hôtel, me réveillant à 6 heures. Jour de mariage. Je restai allongée un instant, me remémorant toutes les fois où j'avais imaginé ce jour quand Mélissa était petite. Comme je m'étais imaginé l'aider à enfiler sa robe, partager des moments émouvants de mère et fille, être son roc dans une journée remplie d'un beau chaos. Decisots revés. Mon téléphone vibra avec un SMS de Mélissa. « Maman, j'ai besoin que tu récupères les bouquets du cortège et que tu les apportes au lieu de réception avant 10 heures. » Simone devait le faire, mais elle gère une crise avec le gâteau. Ne sois pas en retard. Pas de « bonjour ». Pas de « je suis si excitée ». Juste une autre tâche pour la servante. Je répondis par SMS « Bien sûr, ma chérie. » Autre chose ? 3 points apparurent, puis « Mon bracelet du grand jour est toujours chez le joaillier. Ils ouvrent à 9 heures. Récupère-le aussi. Et assure-toi d'être prête à l'heure. Le photographe veut les photos de famille à 11 heures pile. Je m'en occupe. Je t'embrasse. » Elle ne répondit pas. Je pris ma douche et m'habillai soigneusement, appliquant mon maquillage avec une attention particulière. Ma robe bleu marine de mère de la mariée n'était pas de créateur, mais elle était élégante et flatteuse. J'avais fait des folies pour des mèches professionnelles la semaine dernière, ma seule fantaisie pour cette occasion. En me regardant dans le miroir, je vis une femme qui paraissait bien plus jeune que ses 51 ans. Des cheveux blonds argentés coiffés en douce ondulation, des yeux bleus clairs et déterminés, la colonne vertébrale droite, avec une dignité qu'aucune griffe de créateur ne saurait acheter. La matinée passa dans un tourbillon de courses. Je récupérai les bouquets, des cascades de pivoine blanche, Simone les avait miraculeusement trouvés après tout, noués de rubans de soie. Je pris le bracelet de Mélissa, un bracelet tennis en diamant qui m'avait coûté 3 500 €, choisi pour assortir le collier que les parents de Bradley lui avaient offert. Je livrai tout à la suite nuptiale du pavillon des étoiles précisément à 10h45, les bras chargés de fleurs et de cadeaux. La suite était un chaos. Des demoiselles d'honneur en peignoir de soie assorties buvant du champagne, des maquilleurs et coiffeurs travaillant frénétiquement, la musique à plein volume. Mélissa était assise au centre de tout cela, une reine en son domaine, déjà à moitié transformée en mariée, ses cheveux en boucles élaborées et son maquillage appliqué professionnellement. « Maman !» Enfin. Elle leva à peine les yeux quand j'entrai. « Mais juste tout là-bas. Tu as apporté mon bracelet ?» Je posai les bouquets et lui tendis la boîte en velours. « Le voici, ma chérie. » Elle l'ouvrit et sourit, le premier sourire sincère que j'ai vu d'elle depuis des mois. « Parfait. Tu peux me le mettre ?»
Pendant un instant, alors que je fermais le bracelet autour de son poignet, je sentis un frisson du lien que nous avions autrefois partagé. Sa peau était douce sous mes doigts, tout comme elle l'avait été lorsqu'elle était bébé et que j'avais compté ses petits doigts et orteils avec émerveillement. « Tu es magnifique, Mélissa », dis-je doucement. Elle examina son poignet, le tournant pour capter la lumière. « Je sais. Les diamants font vraiment la différence, n'est-ce pas ?» Et juste comme ça, le moment était passé. Une maquilleuse s'approcha de moi. « Madame Warren, je peux vous maquiller maintenant si vous êtes prête. » Avant que je puisse répondre, Mélissa l'interrompit. « Maman n'a pas besoin de maquillage professionnel. Elle est très bien comme elle est. » La jeune femme parut mal à l'aise. « Mais je croyais. »« J'ai dit qu'elle était très bien, » dit Mélissa sèchement. « Nous avons besoin de vous pour corriger le fard à paupières d'Amber de toute façon. Il est trop foncé. » La maquilleuse me fit un sourire d'excuse et s'éloigna en hâte. « Mélissa, » dis-je doucement, c'était inutile. Elle leva les yeux au ciel. « Maman, s'il te plaît, ne commence pas. C'est mon jour, et tout doit être parfait. Y compris les photos. Sans vouloir t'offenser, ton maquillage de grande surface ne rendra pas bien en photo à côté de tout le monde. » L'implication était claire. Je n'étais pas assez bien pour me tenir à ses côtés et à ceux des Harrington. J'étais une gêne à minimiser. J'avalais la blessure. « Je comprends. Je vais juste aller trouver ma place pour la cérémonie alors. »« Quoi ? Non. » Elle parut sincèrement alarmée. « Tu ne peux pas encore t'asseoir. Tu dois m'aider à enfiler ma robe après l'arrivée du photographe. » Bien sûr. J'étais toujours nécessaire pour le travail, à défaut d'autre chose. Je passais l'heure suivante à chercher des choses pour les demoiselles d'honneur, à défroisser les derniers plis de la robe, et à être généralement invisible jusqu'à ce que l'on ait besoin de moi. Lorsque le photographe arriva, un homme grand et barbu avec un air d'impatience artistique, Mélissa se souvint soudain de mon existence. « Maman, viens m'aider avec la robe. » La robe de mariée était une merveille d'ingénierie, des couches de soie et de dentelle avec des milliers de petites perles cousues à la main. Il nous fallut 3 personnes pour y faire entrer Mélissa sans déranger sa coiffure ou son maquillage. Tandis que j'attachais la longue rangée de boutons recouverts dans le dos, je me souvenais d'avoir cousu ses déguisements d'Halloween, ourlé sa robe de bal de fin d'année la veille de la fête, passé toute la nuit à finir sa tenue de premier jour d'école quand elle avait 6 ans. « Voilà », dis-je, attachant le dernier bouton. « Parfait. » Mélissa s'avança devant le miroir en pied et haleta. Pendant une seconde, je revis ma petite fille. Celle qui tournait dans les robes de princesse que j'avais trouvées dans des friperies et faisait semblant d'être à un bal royal. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle, et pour une fois, elle semblait sincèrement vouloir mon avis. « Je pense que tu es la plus belle mariée que j'ai jamais vue, » dis-je honnêtement. Elle sourit à son reflet. « Je le suis vraiment, n'est-ce pas ?» Le photographe frappa des mains. « Photo de famille. Mère de la mariée, où êtes-vous » Je m'avançai, et il me plaça à côté de Mélissa. Plus près l'une de l'autre, dirigea-t-il. « Maman, mets ton bras autour de sa taille. Mélissa, tourne-toi légèrement vers ta mère. » Tandis que nous posions, je sentis Mélissa se raidir sous mon toucher. « En fait, » dit-elle au photographe, « pouvons-nous faire quelques photos de moi seule d'abord ? Maman doit vérifier si la salle de cérémonie est prête. » Le photographe parut confus. « Mais ce sont les photos de préparation en famille. Il est de tradition de... » « Je sais ce qui est traditionnel, » le coupa Mélissa. « Mais je veux d'abord des photos solo. » Je reculai, mon visage soigneusement neutre. « Je vais aller vérifier l'espace de la cérémonie. » Alors que je partais, j'entendis le photographe demander « Et votre père ? Se joindra-t-il pour les photos ?» La réponse de Mélissa me parvint « Mon père n'est pas présent. Il n'y a que ma mère, et elle n'est pas vraiment photogénique. » Je m'arrêtai dans le couloir, ma main contre le mur pour me stabiliser. Après toutes ces années, il était toujours douloureux qu'elle ait honte de moi. De la femme qui avait tout abandonné pour l'élever seule, qui s'était épuisée à la tâche pour lui donner toutes les opportunités, qui avait vidé son compte de retraite pour payer ce ridicule spectacle de mariage. L'espace de la cérémonie était un chef-d'œuvre. La grande salle de bal du pavillon des étoiles avait été transformée en un jardin de fleurs blanches, pivoines, roses, lys et orchidées dégoulinant des arches et regroupées en d'énormes arrangements le long de l'allée. Des milliers de bougies, dans des photophores en cristal, attendaient d'être allumées. Un quatuor à cordes s'échauffait dans un coin. Les chaises, non pas des chaises pliantes, mais de véritables sièges de type trône tapissés de velours blanc, étaient disposés en rangées parfaites, avec des rubans de satin couleur crème marquant la section familiale. Simone m'aperçut et se précipita vers moi, son presse-papier à la main. « Joanne. Timing parfait.
Nous devons revoir le cortège une dernière fois. Vous serez escorté par l'oncle de Bradley, Charles. Vous vous souvenez, le distingué monsieur aux cheveux argentés? Pas le chauve, ça, c'est son autre oncle. J'acquiesçai, bien que je n'eusse aucun souvenir d'avoir rencontré l'un ou l'autre de ces hommes. Simone, tout est magnifique. Elle rayonna. N'est-ce pas? L'une de mes plus belles réalisations, si je puis me permettre. Les fleurs seules ont coûté 20 000 €. Mais ça vaut chaque centime pour l'effet. 20 000 € pour des fleurs qui mourraient demain. Je pensais à toutes les courses que cet argent aurait pu acheter, à toutes les factures qu'il aurait pu payer, à toute la sécurité qu'il aurait pu procurer. Mais je me contentais de sourire et de dire « absolument sublime ». Les invités commencèrent à arriver à midi, remplissant la salle de bal du murmure de conversations excitées et de l'étalage subtil de la richesse, robes de créateurs, montres coûteuses, le genre de luxe décontracté qui s'annonçait sans effort. Je ne reconnus presque personne. C'étaient les nouveaux amis de Mélissa, les relations familiales de Bradley, le cercle social qu'elle avait si désespérément voulu intégrer. J'étais assise au premier rang, à côté d'une chaise vide. Du côté du marié, la grande famille élargie de Bradley remplissait 3 rangées. Le contraste n'aurait pas pu être plus saisissant, leur abondance, ma solitude. À 13 heures précises, le quatuor à cordes commença à jouer, et la cérémonie débuta. Bradley et ses garçons d'honneur prirent place à l'autel. Les demoiselles d'honneur avancèrent une par une, chacune plus magnifique que la précédente dans leur robe rose poudrée. Et puis la musique changea pour la marche nuptiale traditionnelle, et tout le monde se leva. Mélissa apparut dans l'embrasure de la porte, seule. Elle avait décidé que personne ne la conduirait à l'autel. « Je suis une femme moderne, maman », avait-elle dit quand je lui avais demandé si elle voulait que je l'amène. « Je n'ai pas besoin d'être donnée à qui que ce soit. » Mais maintenant, la voyant seule au début de cette longue allée, je me demandais si elle regrettait cette décision. Pendant un bref instant, elle parut petite et incertaine, une petite fille jouant à se déguiser dans un costume très cher. Puis elle aperçut Bradley qui l'attendait, et son visage se transforma. Elle commença à marcher, lentement et majestueusement, absolument toute la belle mariée. Alors qu'elle passait devant moi, ses yeux glissèrent sur moi sans reconnaissance, entièrement concentrés sur son futur mari et ses futurs beaux-parents au premier rang, en face de moi. La cérémonie fut brève mais élégante. Ils échangèrent des vœux traditionnels, des alliances en platine et de tendres baisers. La voix de Bradley se brisa d'émotion alors qu'il promettait de la chérir pour toujours. Les yeux de Mélissa pétillèrent de larmes lorsqu'elle lui passa la bague au doigt. Il semblait sincèrement heureux, sincèrement amoureux. Je me retrouvai à retenir des larmes inattendues. Malgré tout, je voulais qu'elle soit heureuse. Je voulais qu'elle soit aimée. J'aurais juste souhaité qu'elle puisse le faire sans piétiner mon cœur au passage. Après la cérémonie vint le cocktail, où je me tins maladroitement seule, sirotant un verre de champagne. Quelques-uns des parents de Bradley m'abordèrent avec des questions polies sur ce que je faisais et où je vivais, leur intérêt s'évaporant lorsque mes réponses révélèrent ma vie ordinaire. Je regardais Mélissa flotter à travers la foule, acceptant les félicitations, riant aux blagues, complètement à son aise parmi ces riches étrangers qui constituaient désormais sa vraie famille. À la réception, j'étais assise à la table 19, pas à la table d'honneur avec le cortège nuptial, pas même à l'une des tables familiales proches du devant. La table 19 était dans le coin le plus éloigné, peuplée par la vieille grand-tante de Bradley qui n'arrêtait pas de me demander si je travaillais pour le lieu de réception, un cousin éloigné qui passa tout le dîner sur son téléphone, et plusieurs amis célibataires du couple qui auraient clairement préféré être assis ailleurs. Le dîner fut exquis. 5 plats aux noms imprononçables, accompagnés de vin qui coûtait probablement plus cher que mon remboursement d'hypothèque mensuelle. Le gâteau était un chef-d'œuvre à 6 étages orné de fleurs en sucre, si réaliste qu'elles auraient pu être confondues avec de vraies. L'orchestre jouait des chansons d'amour classiques tandis que Bradley et Mélissa partageaient leur première danse, se regardant dans les yeux comme si personne d'autre n'existait. Pour les danses avec les parents, Bradley valsa avec sa mère sur « What a Wonderful World ». Puis le chef d'orchestre annonça « Et maintenant, la mariée dansera avec sa mère ». Le visage de Mélissa afficha une brève surprise avant qu'elle ne se compose et marche vers l'endroit où je me tenais. Tandis que nous nous avancions sur la piste de danse, elle murmura « Je leur avais dit de sauter cette partie ». « Apparemment, ils n'ont pas eu le message », répondis-je, posant légèrement ma main sur sa taille. Nous dansâmes en un silence maladroit pendant quelques instants, maintenant notre distance autant que la danse le permettait. « Tu pourrais au moins faire semblant d'être heureuse pour moi », dit-elle finalement, son sourire figé pour les photographes qui nous tournaient autour comme des requins. « Je suis heureuse pour toi », dis-je doucement. « J'ai toujours voulu ton bonheur, Mélissa. » Elle fit un petit bruit incrédule. « Bien sûr. C'est pourquoi tu as été si difficile à propos de tout. »
Le lieu, les fleurs, la robe, tu t'es plainte pour chaque centime. Je ne me suis jamais plainte, l'a corrigé je. J'ai juste posé des questions. C'est une somme considérable. C'est le jour de mon mariage, sifflait-elle à travers son sourire. Le jour le plus important de ma vie. Mais tout à quoi tu peux penser, c'est à l'argent. L'ironie était si épaisse que j'avais du mal à respirer. C'est ce que tu penses de moi? Que tout ce qui m'importe, c'est l'argent. Eh bien, tu en parles certainement assez. Parce que je n'ai pas le luxe de ne pas y penser, dis-je, ma voix si basse que seule elle pouvait m'entendre. Certains d'entre nous doivent travailler pour tout ce qu'ils ont. Ses yeux lancèrent des éclairs. Et certains d'entre nous travaillent pour améliorer leur situation au lieu de rester coincés dans la même vie sans issue pendant des décennies. Le coup porta exactement là où elle le voulait. Ma vie sans issue. Celle que j'avais bâtie pour elle, sacrifice après sacrifice. La musique s'arrêta, providentiellement. Nous nous séparâmes, toutes deux gardant nos sourires au bénéfice de la foule qui nous observait. Mélissa retourna immédiatement auprès de Bradley, là où elle était à sa place. Je retournai à la table 19, là où, apparemment, j'étais à ma place. Le reste de la réception passa dans un flou de discours. Aucun de moi, on ne m'avait pas demandé de parler, de toasts et de traditions que j'observais de loin. Au moment où Mélissa et Bradley partirent sous une pluie de pétales de roses, j'étais émotionnellement épuisée. Tandis que les invités commençaient à partir, Simone apparut à mon coude. « Joanne, ma chérie, j'ai besoin que tu valides quelques points avant de partir. » Elle me conduisit à un petit bureau attenant à la salle de bal principale où les différents prestataires s'étaient rassemblés avec leur facture finale. La fleuriste, le traiteur, le chef d'orchestre, le photographe, le vidéaste, tous avec des dossiers contenant des décomptes détaillés de leurs services. « Bon, » dit Simone d'un ton vif, « généralement, nous revoyons cela avec les mariés, mais comme ils sont déjà partis en lune de miel, nous aurons besoin que vous approuviez les frais finaux. » Je clignai des yeux innocemment. « Oh, je crains qu'il y ait eu un malentendu. Ces contrats sont tous au nom de ma fille, pas au mien. » Simone fronça les sourcils, ouvrant un dossier pour vérifier. « C'est inhabituel. »« Est-ce le cas ?» demandai-je. « Comme vous l'avez dit vous-même, je ne suis que le chéquier, ma chère. » La reconnaissance se dessina dans ses yeux. « Je vois. Alors vous dites que vous ne paierez pas ces factures finales ? » « J'ai déjà payé tous les acomptes, exactement comme convenu, » dis-je calmement. « Les contrats stipulent clairement que Mélissa Warren est responsable des paiements finaux. Vous devrez lui facturer directement. » Les prestataires échangèrent des regards gênés. La fleuriste parla la première, une femme d'âge mûr avec de la terre encore sous les ongles après avoir arrangé toutes ses parfaites fleurs blanches. « Madame Warren, votre fille et son mari sont en lune de miel pour les 2 prochaines semaines. Nos factures sont à régler sous 7 jours. » J'acquiesçai avec sympathie. « Je comprends. Peut-être pourriez-vous lui envoyer les factures par email ? Je suis sûre qu'elle consulte ses emails, même en lune de miel. » Le responsable du traiteur s'éclaircit la gorge. « Notre contrat inclut spécifiquement une clause exigeant le paiement à la conclusion de l'événement. » « Alors vous auriez dû faire approuver la facture finale par Mélissa avant son départ, » dis-je avec un haussement d'épaule. « Ce n'est pas ma responsabilité. » Le professionnalisme de Simone se fissura légèrement. « Joanne, soyez raisonnable. Vous savez parfaitement que Mélissa s'attendait à ce que vous gériez ses paiements. C'était l'arrangement depuis le début. » Je soutins son regard fermement. « Montrez-moi où, dans l'un de ces contrats, il est stipulé que je suis obligée de payer. Montrez-moi ma signature sur un seul document. » Elle ne put pas, bien sûr. Parce que ça n'existait pas. « Je ne comprends pas, » dit le photographe, l'air confus. « Si vous avez payé les acomptes, pourquoi ne paieriez-vous pas les soldes ?» Je souris agréablement. Les acomptes étaient mon cadeau à ma fille, les soldes restants sont de sa responsabilité, comme cela est clairement stipulé dans les contrats qu'elle a signés. Un par un, les prestataires ont remballé leurs factures, leurs expressions allant de l'agacement à la sympathie, en passant par l'inquiétude. Tous avaient déjà travaillé avec des clients fortunés, des clients qui tentaient parfois d'échapper au paiement. Ils connaissaient les tracas juridiques qui pouvaient les attendre. Simone m'a suivi alors que je quittais le bureau. « Joanne, qu'est-ce que tu fais ? Il ne s'agit pas seulement d'argent, n'est-ce pas ? » Je me suis arrêtée et je lui ai fait face. « Simone, tu as passé des mois à aider ma fille à organiser le mariage de ses rêves. Pendant tout ce temps, m'a-t-elle ne serait-ce qu'une seule fois traitée avec respect ? A-t-elle jamais reconnu les sacrifices que je faisais ? A-t-elle jamais montré un instant de gratitude ? » Simone a eu la décence de paraître mal à l'aise. « Elle est jeune, Joanne.
Les mariés se laissent emporter par l'excitation. Je suis sûre qu'elle apprécie. Elle m'a traité de bonne à rien, ai-je dit doucement. Devant tout le monde au dîner de répétition. Après que j'ai vidé mon plan d'épargne retraite pour payer sa journée parfaite. Simona grimace. J'en ai entendu parler. C'était inapproprié, c'est certain, mais rien du tout, les jeux coupés. Les actions ont des conséquences. Les paroles ont des conséquences. Ma fille a 29 ans, ce n'est plus une enfant. Il est temps qu'elle retienne la leçon. Je suis partie, la tête haute, laissant Simone plantée là avec son presse-papier et sa stupéfaction. Le lendemain matin, j'ai quitté mon hôtel et suis rentrée chez moi, dans ma charmante petite maison. Celle pour laquelle j'avais travaillé des décennies pour pouvoir me l'offrir, celle pour laquelle je devrais maintenant travailler des décennies de plus pour la conserver, à cause de la deuxième hypothèque que j'avais contractée pour payer ses acomptes de mariage. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. J'avais fait ma part. J'avais offert à Mélissa son jour de mariage parfait. J'avais joué mon rôle sans faille. Et maintenant, c'était fini. J'ai passé les jours suivants à rattraper mon sommeil, à nettoyer ma maison et à mettre de l'ordre dans mes affaires financières. J'ai calculé exactement combien j'avais dépensé pour les acomptes du mariage. 30 000 €. La moitié du coût total du mariage, exactement comme je l'avais promis. J'ai créé un tableau détaillant chaque paiement, chaque date, chaque prestataire. Puis j'ai fait des copies de tous les contrats montrant la signature de Mélissa en tant que partie responsable. Je n'étais pas vindicative. J'étais simplement méticuleuse. Le 4e jour après le mariage, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô? Est-ce bien Joan Warren? Une voix d'homme, inconnue. Oui, c'est moi. Madame Warren, ici Thomas Klein du domaine de Rosewood. Je vous appelle concernant le solde impayé pour le mariage de votre fille. Ah, ça commence. Oui, monsieur Klein. Nos registres indiquent que le paiement final de 14 000 € était dû à la fin de l'événement, mais nous ne l'avons pas encore reçu. J'ai essayé de contacter Mélissa Warren Harrington, mais elle n'a pas répondu. Je vois, ai-je dit calmement. Avez-vous essayé de lui envoyer un email? Elle est en lune de miel, mais je suis sûre qu'elle consulte ses messages. Nous avons envoyé 3 emails et laissé 2 messages vocaux, a-t-il dit, l'air de plus en plus mal à l'aise. Madame Warren, le contrat stipule clairement que le paiement est dû immédiatement après l'événement. Nous avons déjà fait preuve d'une grande flexibilité en attendant 4 jours. Je comprends votre inquiétude, monsieur Klein, mais je crains de ne pas pouvoir vous aider. Je ne suis pas partie prenante de ce contrat. Une pause. Madame Warren, nous avons cru comprendre que c'était vous qui gériez les dépenses du mariage. J'ai payé l'acompte, ai-je précisé. Le solde est la responsabilité de Mélissa, conformément au contrat qu'elle a signé. Une autre pause, plus longue. Je vois. Eh bien, dans ce cas, je vais devoir continuer à essayer de joindre Madame Warren Harrington. Si nous ne recevons pas le paiement d'ici la fin de la semaine, nous devrons recourir à d'autres méthodes de recouvrement. Je comprends parfaitement, ai-je dit. S'il vous plaît, faites ce que vous avez à faire. Au cours des 3 jours suivants, j'ai reçu des appels similaires de presque tous les prestataires. Le fleuriste, le traiteur, le photographe, le vidéaste, l'orchestre, les spécialistes de l'éclairage, l'entreprise de feux d'artifice, tous cherchaient leur argent, tous de plus en plus préoccupés par l'absence de réponse de Mélissa. Je leur ai tous donné la même réponse. Je n'étais pas responsable des soldes. Ils devraient contacter Mélissa directement. Le 7e jour après le mariage, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était la mère de Bradley. « Joanne, a-t-elle dit, la voix tendue par une fureur contenue, qu'est-ce que tu penses faire exactement ?»« Bonjour, Bitsy, ai-je répondu agréablement. En quoi puis-je vous être utile ? Ne fais pas l'innocente avec moi, a-t-elle claqué. Bradley et Mélissa sont harcelés pendant leur lune de miel par des prestataires qui réclament le paiement du mariage. Des prestataires que tu étais censé payer. Je crains qu'il y ait eu un malentendu, ai-je dit. Je n'ai jamais accepté de payer la totalité du coût du mariage. J'ai payé tous les acomptes, ce qui s'élevait à 30 000 €. Les soldes sont la responsabilité de Mélissa, comme cela est clairement stipulé dans les contrats qu'elle a signés. C'est scandaleux. La voix de Bitsy a monté d'un ton sec. Tu sais pertinemment que Mélissa s'attendait à ce que tu couvres tous les frais du mariage. C'est l'arrangement traditionnel. Est-il traditionnel pour la mariée de se moquer publiquement de sa mère au dîner de répétition ? Ai-je demandé doucement. Est-il traditionnel de traiter de « bonne à rien » la personne qui paie ton mariage ?
Bitsy est restée silencieuse un instant. Mélissa nous a dit que tu lui avais pardonné ce commentaire malheureux. Que tu comprenais qu'elle était juste nerveuse et qu'elle avait parlé sans réfléchir. J'ai ri, un son bref et amer. Mélissa t'a dit ce que tu voulais entendre, Bitsy. Tout comme elle le fait depuis qu'elle a rencontré ton fils. La vérité est que ce commentaire malheureux n'était que l'aboutissement d'années d'irrespect et d'ingratitude. Alors c'est, quoi? Une vengeance? Bitsy avait l'air sincèrement choquée. Tu accables ta propre fille de 30 000 € de dette en guise de vengeance pour un commentaire irréfléchi. Non, l'ai-je corrigé. Je tiens ma fille adulte responsable de ses actions et de ses obligations légales. Les contrats sont à son nom parce qu'elle a insisté pour contrôler chaque aspect de ce mariage. Maintenant, elle peut aussi contrôler le paiement. C'est incroyable, a balbutié Bitsy. Herbert en entendra parler. Nous ne le tolérerons pas. Bien sûr, discutez-en avec Herbert, ai-je dit calmement. Et tant que vous y êtes, vous pourriez vouloir revoir ces contrats vous-même. Vous verrez qu'ils sont tout à fait clairs sur la personne responsable du paiement. Elle a raccroché sans un mot de plus. Je m'attendais à ce que Mélissa appelle ensuite, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, le lendemain, j'ai reçu un email d'elle. Maman. Astérisque, je ne sais pas à quel jeu malade tu joues, mais ça s'arrête maintenant. Je suis en lune des miel, bon sang, et je suis harcelée par des prestataires qui réclament de l'argent que tu avais promis de payer. Les parents de Bradley sont furieux, et ils ont tout à fait le droit de l'être. C'est humiliant et cruel, même pour toi. Astérisque. Astérisque vire l'argent pour payer ses factures immédiatement, ou je te jure que tu ne me reverras plus jamais. Je suis sérieuse, maman. C'est impardonnable. Astérisque. Melissa. J'ai lu l'email 2 fois, laissant chaque mot s'imprégner. Même pour toi, avait-elle écrit, comme si j'avais un passé de cruauté plutôt qu'un passé de sacrifice. Tu ne me reverras plus jamais, avait-elle menacé, comme si sa présence dans ma vie avait été une telle bénédiction ces dernières années. J'ai tapé une simple réponse. Melissa. Astérisque, j'ai payé 30 000 € d'acompte pour ton mariage, exactement comme je l'avais promis. Les soldes sont ta responsabilité légale, conformément au contrat que tu as signé. J'ai joint des copies pour ta référence, ainsi que les reçus de tous les acomptes que j'ai réglés. Astérisque. Astérisque, lorsque tu m'as traité de « bonne à rien » à ton dîner de répétition, tu as clairement montré le peu de valeur que tu m'accordes au-delà de mon chéquier. Maintenant, tu as l'occasion de gérer tes propres obligations financières. Astérisque. Astérisque, maman astérisque. Je n'ai rien entendu pendant 2 jours. Puis, le 10e jour après le mariage, une lettre est arrivée par courrier express. Elle venait du cabinet d'avocat d'Herbert Harrington. La lettre était froidement professionnelle, menaçant de poursuites judiciaires si je ne respectais pas mon engagement verbal de payer la totalité du mariage. Elle faisait référence à un engagement par promesse et à une dépendance préjudiciable et à d'autres termes juridiques destinés à m'intimider. Elle exigeait le paiement des soldes impayés dans les 48 heures, faute de quoi il engagerait toutes les voies de recours légales disponibles. J'ai soigneusement rangé la lettre dans un dossier intitulé « Mariage », aux côtés de tous les contrats et reçus. Puis j'ai appelé ma propre avocate. Pas un cabinet prestigieux comme celui des Harrington, mais une femme intelligente et énergique qui m'avait aidée pour l'acquisition de ma maison il y a des années. Janet, c'est Joanne Warren, ai-je dit quand elle a décroché. J'ai besoin de conseils. J'ai expliqué la situation, le mariage, les contrats, le comportement de Mélissa, la lettre menaçante. Janet a écouté sans m'interrompre, puis m'a demandé de lui envoyer par email des copies de tout, les contrats, les reçus, la lettre de l'avocat des Harrington, même l'échange de mails avec Mélissa. 1 heure plus tard, elle m'a rappelé. « Eh bien, Joanne, j'ai tout examiné, et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, a-t-elle dit. La bonne nouvelle est que vous êtes tiré d'affaire légalement. Ces contrats sont sans ambiguïté, Mélissa est la partie responsable, pas vous. Il n'existe aucun accord écrit nul par stipulant que vous paieriez les soldes, et les promesses verbales de payer la dette de quelqu'un d'autre ne sont généralement pas exécutoires. J'ai ressenti une vague de soulagement. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle est que votre fille et les Harrington sont susceptibles de vous rendre la vie extrêmement désagréable. Ils ont des ressources que vous n'avez pas, et ils pourraient faire traîner les choses juste pour vous punir, même s'ils ne peuvent pas gagner au final. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Je comprends. Que recommandez-vous? Je vais rédiger une réponse à leur avocat, exposant les faits et le droit. Cela devrait faire cesser toute menace juridique. Mais Joanne, elle a hésité. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Cela va endommager de façon permanente votre relation avec votre fille. J'ai pensé à l'email de Mélissa,
à sa menace de ne plus jamais me revoir. J'ai pensé à ces mots lors du dîner de répétition. J'ai pensé à des années de mépris et de dédain croissant. La relation est déjà endommagée, Janet, ai-je dit doucement. Cela ne fait que la révéler au grand jour. D'accord, a-t-elle soupiré. J'enverrai cette réponse aujourd'hui. Et Joanne? Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez raison de tenir bon. Mais ça va empirer avant de s'améliorer. Elle n'avait pas tort. Le lendemain, Melissa et Bradley sont rentrés plus tôt de leur lune de miel, écourtant leur voyage de 2 semaines à Bali après seulement 10 jours. Je l'ai appris non pas de Melissa, mais de ma voisine, qui m'a envoyé un SMS pour me demander pourquoi une camionnette de reportage était garée devant ma maison. J'ai jeté un œil à travers mes stores. Effectivement, il y avait une camionnette blanche avec le logo d'une chaîne locale estampillé sur le côté, et un reporter debout sur ma pelouse avec un microphone, regardant ma porte avec attente. Mon téléphone a sonné. C'était mon fils, Marc, qui vivait à 2 départements de là avec sa femme et ses enfants. « Maman, a-t-il dit sans préambule, pourquoi Melissa dit-elle à tout le monde que tu as refusé de payer son mariage? C'est partout sur son Instagram. » Quoi? J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Elle a publié toute une histoire sur la façon dont tu as promis de payer, puis tu t'es retiré après le mariage pour lui donner une leçon. Elle dit que tu l'as piégée en lui faisant signer les contrats et que maintenant elle et Brad doivent plus de 30 000 €. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration. C'est compliqué, Marc. Mais en bref, j'ai payé la moitié, comme je l'avais convenu. L'autre moitié est sa responsabilité, selon les contrats qu'elle a signés. Mais lui as-tu dit cela? Savait-elle qu'elle serait responsable de la moitié en signant? La question m'a frappée comme une gifle. Avais-je été explicite? Avais-je dit clairement à Melissa qu'elle serait responsable des soldes? Non. Je ne l'avais pas fait. Je l'avais laissé supposer que je paierais tout comme j'avais toujours tout payé. J'avais utilisé son insouciance contre elle, son habitude de signer sans lire, sa supposition que je m'occuperais de tout comme je l'avais toujours fait. Étais-je meilleure qu'elle? Maman? A relancé Marc quand je n'ai pas répondu. Je ne le lui ai pas expliqué en détail, ai-je admis. Mais Marc, tu ne sais pas comment elle m'a traité. Au dîner de répétition, elle m'a traité de bonne à rien devant tout le monde. Elle a dit que j'étais ruinée après avoir payé le mariage. Marc est resté silencieux un instant. C'est horrible, maman. Vraiment horrible. Et je ne la défends pas. Mais ça ressemble à quelque chose tiré d'un feuilleton, pas à quelque chose que ma mère ferait. Ces mots m'ont piqué car il y avait de la vérité en eux. Ce n'était pas moi, ce complot de vengeance élaboré, cette tromperie calculée. J'avais toujours été directe, honnête à l'excès. J'avais enseigné à mes enfants que l'honnêteté comptait par-dessus tout. Et pourtant, parfois, ai-je dit lentement, une personne ne peut en supporter qu'une certaine quantité avant de craquer. Melissa aimait briser, Marc. Des années à prendre et ne jamais rien rendre. Des années à me traiter comme un distributeur automatique au lieu d'une mère. Le dîner de répétition n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je comprends, maman. Vraiment. Il a soupiré lourdement. Mais maintenant, il y a un reporter chez toi, et Melissa raconte à qui veut l'entendre que tu l'as ruiné financièrement. Elle a même identifié la chaîne d'information locale dans ses publications. Ça dégénère. Comme pour appuyer son propos, ma sonnette a retenti, suivie de coups insistants à la porte. Ils sont à la porte maintenant, ai-je dit d'un ton sombre. Ne réponds pas, a conseillé Marc. C'est une affaire de famille privée. Ça n'a pas besoin de passer aux informations de 20 heures. Mais alors que je regardais à nouveau par mes stores, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Melissa montait mon allée, Bradley et ses parents juste derrière elle. Ils se dirigeaient droit vers l'équipe de télévision. « Marc, je dois te laisser », ai-je dit rapidement. Melissa est là avec les Harrington. Il parle au reporter. « Maman, ne. » J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre ma fille, les larmes coulant sur son visage, parler avec animation au reporter. Elle avait l'air dévastée, trahie, l'image parfaite d'une enfant lésée. Bradley se tenait protecteur à ses côtés, son bras autour de ses épaules, tandis que Bitsy et Herbert Harrington observaient avec des expressions de grave préoccupation. Le reporter a hoché la tête avec sympathie, puis tous se sont tournés pour regarder ma maison. Moi, cachée derrière mes stores comme une criminelle. Ma sonnette a retenti de nouveau, plus longuement cette fois. Puis la voix de Melissa, assez forte pour que tout le quartier l'entende. « Maman. Je sais que tu es là. Sors et affronte-moi. » J'ai figé, paralysée par l'indécision.
Une partie de moi voulait se cacher, attendre qu'ils s'en aillent tous. Mais une autre partie, celle qui avait été réduite au silence et ignorée trop longtemps, voulait ouvrir cette porte. Voulait regarder ma fille dans les yeux et lui faire comprendre ce qu'elle avait fait. Avant que je ne puisse me décider, mon téléphone a vibré avec un SMS de Janet. Mon avocate, ne parlez pas au reporter Annie à Melissa. Appelez-moi immédiatement. Mais c'était trop tard. J'ouvrais déjà la porte. Au moment où j'ai ouvert ma porte d'entrée, les lumières des caméras m'ont aveuglé. J'ai cligné des yeux, levant la main pour protéger ma vue, et quand ma vision s'est éclaircie, j'ai vu Melissa debout sur mon perron, le mascara coulant sur ses joues rougies, Bradley planant protecteur derrière elle. « Comment as-tu pu me faire ça ?» a-t-elle hurlé, assez fort pour que les microphones captent chaque mot. « À ta propre fille. » La reporter, une jeune femme aux cheveux parfaitement coiffés et aux yeux avides, m'a tendu un microphone. « Madame Warren, votre fille affirme que vous aviez promis de payer son mariage, mais que vous vous êtes désengagé après coup, la laissant avec une dette massive. Avez-vous une réponse ?» Je me sentais piégée, acculée comme un animal. L'avertissement de mon avocate résonnait dans ma tête. Ne parlez pas au reporter Annie à Melissa. Mais ils étaient là, sur mon pas de porte, diffusant mon drame familial privé à toute la ville. C'est une affaire privée, ai-je dit d'un ton raide, essayant de fermer la porte. Melissa a coincé son pied dans l'embrasure de la porte. Privé ? Tu m'as humiliée devant tout le monde. Les prestataires menacent de nous poursuivre en justice. Notre lune de miel a été gâchée à cause de toi. Peut-être pourrions-nous discuter de cela à l'intérieur, ai-je suggéré, parfaitement consciente de la caméra qui enregistrait chaque mot. Oh, maintenant tu veux de l'intimité ? Melissa a riamerement. Après m'avoir piégée ? Après m'avoir forcé à signer ces contrats ? Bradley s'est avancé, son beau visage crispé par la colère. Ma femme est dévastée, Madame Warren. Nous vous faisions confiance. Nous comptions sur votre parole. Derrière eux, Bitsy et Herbert Harrington se tenaient comme des sentinelles, leurs vêtements chers et leur posture parfaite hurlant l'argent et l'influence de la vieille garde. La main d'Herbert reposait avec possessivité sur l'épaule de son fils, tandis que les yeux de Bitsy me transperçaient d'une fureur froide. La reporter a senti l'odeur du sang. Madame Warren, avez-vous intentionnellement trompé votre fille sur l'identité de la personne qui paierait le mariage ? Avant que je puisse répondre, Melissa a bondi. Absolument. Elle m'a apporté des contrats à signer, me disant que ce n'était que des formalités, qu'elle s'occuperait de tout. Puis, à la minute où Brad et moi sommes partis pour notre lune de miel, elle a dit à tous les prestataires qu'elle ne paierait pas. Qui fait ça à son propre enfant ? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, un sanglot parfait qui passerait merveilleusement bien au journal du soir. Je devais lui rendre hommage, elle avait toujours eu le sens du spectacle, même petite. Melissa, ai-je dit doucement, tu sais que ce n'est pas toute l'histoire. Quelle est la suite de l'histoire, Madame Warren ? La reporter a bondi, poussant le microphone plus près. J'ai regardé la caméra, le visage de Melissa maculé de larmes, les regards hostiles des Harrington, et quelque chose en moi a craqué. S'ils voulaient la vérité, je leur donnerais la vérité. La suite de l'histoire, ai-je dit clairement, c'est que j'ai payé 30 000 € d'acompte pour un mariage qui a coûté 60 000 € au total. J'ai vidé mon plan d'épargne retraite et contracté une deuxième hypothèque sur ma maison pour offrir à ma fille le mariage de ses rêves. Les sourcils de la reporter se sont levés. Et vous refusez de payer le solde parce qu'au dîner de répétition, devant tout le monde, ma fille m'a traité de ruinée et de bonne à rien. Parce qu'elle m'a traité comme un porte-monnaie, pas comme une mère. Parce qu'elle a 29 ans et qu'il est temps qu'elle apprenne que les actions ont des conséquences. La bouche de Melissa s'est ouverte. C'était une blague. Je plaisantais juste. Ce n'était pas drôle, ai-je dit simplement. Et ce n'était pas la première fois que tu me traitais avec mépris. Bradley s'est interposé devant Melissa de manière protectrice. C'est ridicule. Vous punissez votre fille pour une blague mal comprise ? Avez-vous la moindre idée de ce que cela lui a fait ? À nous ? Herbert Harrington a finalement pris la parole, sa voix grave portant le poids de l'autorité. Madame Warren, ce comportement vindicatif est inacceptable. Mes avocats vous contacteront. Nous ne vous permettrons pas de ruiner l'avenir de nos enfants pour vos petites rancunes. La menace planait dans l'air, mais étrangement, je n'ai ressenti aucune peur. Que pouvait-il me prendre de plus ? Ma relation avec ma fille était déjà en lambeaux. Mes économies avaient disparu. Ma réputation serait ternie par ce spectacle public. Mais j'avais encore ma dignité, et je n'allais pas les laisser me l'arracher aussi. Monsieur Harrington, ai-je répondu calmement, je vous suggère de revoir les contrats avant de proférer des menaces.
Votre fils a épousé une femme qui a signé des accords légaux la rendant responsable de ses paiements. Si quelqu'un menace leur avenir, c'est Melissa, pas moi. Bitsy a haleté bruyamment. Comment osez-vous? La reporter pivotait entre nous comme si elle assistait à un match de tennis, son expression contenant à peine son ravissement devant le drame qui se déroulait sous la caméra. « Maman », a dit Melissa, sa voix soudainement faible, « s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous ne pouvons pas nous permettre ces factures. Nous venons juste de commencer notre vie ensemble. » Un instant, j'ai hésité. Elle avait l'air si jeune soudain, tellement comme la petite fille qui se glissait sur mes genoux quand elle avait peur. Mais ensuite, je me suis souvenu de son rire alors qu'elle se moquait de moi au dîner de répétition, de la cruauté désinvolte dans sa voix quand elle m'a traité de bonne à rien. « Tu as des options, Melissa », ai-je dit. La famille de Bradley est manifestement riche. Tu pourrais leur demander de l'aide. Tu pourrais mettre en place des plans de paiement avec les prestataires. Tu pourrais vendre certains de tes cadeaux de mariage. C'est ça votre solution? Bradley avait l'air incrédule. Elle devrait supplier mes parents pour de l'argent parce que sa propre mère n'honorera pas son engagement. J'ai soutenu son regard fermement. Mon engagement était de payer les acomptes. Je l'ai fait. Tout ce qui dépasse, cela était une supposition de Melissa, pas ma promesse. La reporter, sentant que la conversation atteignait une impasse, s'est tournée vers la caméra. Voilà, un rêve de mariage transformé en cauchemar financier. Ici Vanessa Chen, en direct de... Herbert Harrington s'est avancé, l'interrompant. Éteignez cette caméra. Translation error. Please retry this section, now. Something in his tone made the cameraman effervescent. Ils ont des opinions sur tout, où je devrais vivre, ce que je devrais faire, qui je devrais épouser. Quand j'ai rencontré Melissa, je pensais qu'elle était différente. Indépendante, avec un caractère bien trempé. Elle l'est, dis-je automatiquement, défendant ma fille malgré tout. Vraiment? Lança-t-il. Parce que ce que j'ai vu cette semaine, c'est quelqu'un de parfaitement disposé à laisser mes parents mener ses batailles, prendre ses décisions, même si cela signifie rayer sa propre mère de sa vie. Je ne savais quoi répondre. C'était la même prise de conscience avec laquelle je me débattais, que la fille que je croyais avoir élevée était capable de me jeter quand je ne lui étais plus utile. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demandai-je finalement. Bradley soupira, s'enfonçant dans mon canapé. « Parce que je pense que Melissa doit apprendre à se débrouiller seule. Ne pas se cacher derrière mes parents, ne pas dépendre de vous pour la tirer d'affaire. Et je pense que cette situation pourrait être l'électrochoc dont elle a besoin. » Je le fixai, essayant de comprendre ce qu'il disait. « Êtes-vous en train de me dire que vous voulez que je refuse de payer ?» Je dis que je ne veux pas que ma femme soit le genre de personne qui menace de rayer sa mère de sa vie pour de l'argent, dit-il sans détour. Je dis que peut-être, juste peut-être, vous avez fait la bonne chose en la tenant responsable, même si vos méthodes étaient discutables. Et la dette? Demandai-je. Les fournisseurs. Je peux m'en occuper, dit-il d'un geste dédaigneux. Contrairement à ce que Melissa vous a probablement dit, j'ai mes propres moyens. Je ne dépends pas entièrement de mes parents, même s'ils aiment le croire. J'étais sans voix. C'était la dernière chose que j'aurais attendue de Bradley Harrington III. Est-ce que cela signifie? Je ne pus même pas finir la question. Cela signifie que je vais payer les fournisseurs, dit-il en se levant. Cela signifie que je vais dire à mes parents de se mêler de leurs affaires. Et cela signifie que je vais avoir une conversation très difficile avec ma femme sur le respect, la responsabilité et le genre de mariage que nous allons avoir. Bradley, dis-je, la voix étranglée par l'émotion, je ne sais pas quoi dire. Il sourit légèrement. Dites que vous nous laisserez du temps. Melissa est blessée et en colère en ce moment, et elle a toutes les raisons de l'être. Mais elle a aussi tort, et au fond d'elle, je pense qu'elle le sait. Je lui laisserai tout le temps dont elle a besoin, promis-je. Alors qu'il se tournait pour partir, je l'interpellai. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi prendre mon parti? Il s'arrêta à la porte. Je ne prends pas parti, Madame Warren. J'essaie de sauver mon mariage avant même qu'il ne commence vraiment. Car si Melissa peut vous rayer de sa vie si facilement, qui me dit qu'elle ne me fera pas la même chose un jour si je la déçois? Sur cette pensée qui donnait à réfléchir, il partit, me laissant me demander ce qui allait se passer. Je n'eus pas à m'interroger longtemps. Le lendemain matin, ma sonnette retentit de nouveau. Cette fois, c'était Herbert Harrington, seul et l'air sombre. « Johan » dit-il sèchement quand j'ouvris la porte. « Nous devons parler. » Je le laissai entrer, me préparant à une nouvelle confrontation. « Bradley est venu me voir hier soir,
dit-il, refusant mon offre de s'asseoir. Il m'a informé qu'il payait les fournisseurs lui-même et qu'il voulait que nous, ma femme et moi, nous mêlions de nos affaires concernant son mariage. Je gardai un visage soigneusement neutre. Je vois. La macoira de Herbert s'asserra. Je ne sais pas ce que vous lui avez dit, mais si vous pensez que cela signifie que vous avez gagné, vous vous trompez. Mélissa est dévastée. Elle se sent trahie par tout le monde, vous, Bradley, même nous pour avoir suggéré qu'elle devait assumer la responsabilité de ses actes. Je suis désolée qu'elle souffre, dis-je sincèrement. Ce n'était jamais mon intention. Vraiment ? Lança-t-il. Vous avez délibérément monté cette situation pour lui donner une leçon, de votre propre aveu. Eh bien, félicitations. La leçon est apprise. Mon fils remet en question son mariage, ma belle-fille est en larmes, et notre famille est en ruine. J'espère que vous êtes satisfaite. L'accusation piqua, surtout parce qu'il y avait une part de vérité. J'avais voulu que Mélissa retienne une leçon. J'avais voulu qu'elle sente le poids de ses paroles et de ses actes. Mais je n'avais pas anticipé les répercussions plus larges, les dommages collatéraux sur son mariage et ses relations. Que se passe-t-il maintenant ? Demandai-je. Herbert redressa sa posture déjà impeccable. Maintenant, nous ramassons les morceaux. Bradley a négocié des plans de paiement avec tous les fournisseurs. Les factures seront réglées. Le spectacle public finira par s'éteindre. Et Mélissa ? Demandai-je, la seule question qui comptait vraiment pour moi. Son expression essendersit. Cela dépend d'elle. Mais je n'attendrai pas une réconciliation de sitôt, si j'étais vous. Certaines blessures ne guérissent pas facilement, Joanne, surtout quand elles sont infligées par quelqu'un qui était censé aimer inconditionnellement. Les mots firent mouche avec précision. L'amour inconditionnel, n'est-ce pas ce que les mères étaient censées donner ? N'avais-je pas échoué dans l'aspect le plus fondamental de la maternité en rendant mon amour conditionnel au respect, à la gratitude, au fait d'être traité comme un être humain au lieu d'un distributeur automatique ? Après le départ d'Herbert, je m'assis dans ma maison silencieuse, ressassant ces questions. Avais-je eu tort ? Ma blessure et ma colère avaient-elles à ce point obscurci mon jugement que j'avais détruit la relation la plus importante de ma vie ? Mon téléphone sonna, Marc, encore. Je décrochai, la voix caverneuse. « Maman, ça va ? Jeg essayais de te joindre. » « Ça va, dis-je automatiquement. Je réfléchis juste. À quoi ? À savoir si j'ai été une mère terrible, admis-je. À savoir si j'ai tout gâché parce que je n'ai pas pu mettre ma fierté de côté. Marc resta silencieux un instant. Maman, tu te souviens quand j'avais 16 ans et que j'ai embouti ta voiture ? La question me prit au dépourvu. Bien sûr. Tu faisais le malin devant tes amis, tu as pris ce virage trop vite. Et tu m'as fait travailler dans un restaurant rapide tout l'été pour payer les réparations, acheva-t-il. Même si tu aurais pu simplement le déclarer à l'assurance. Je me souvenais de cet été, Marc rentrant à la maison sentant la graisse, épuisé par de longues journées debout, remettant chaque paie jusqu'à ce que la facture de réparation de 2000 € soit réglée. J'étais furieux contre toi, continua Marc. Je pensais que tu étais cruel, en me faisant travailler comme ça quand d'autres parents l'auraient simplement géré. Mais tu sais quoi ? Je n'ai plus jamais conduit de façon imprudente. Pas une seule fois. Parce que j'ai compris qu'il y avait des conséquences. C'est différent, protestai-je. Tu étais un enfant. Mélissa est une adulte. Raymond, demanda Mark Dousement. A-t-elle déjà dû faire face à de réelles conséquences ? A-t-elle déjà dû assumer la responsabilité de ses actes, financiers ou autres ? J.Y. pensai. À toutes les fois où j'avais couvert Mélissa, payé ses factures, trouvé des excuses à son comportement. À la façon dont elle en était venue à s'y attendre, à le prendre pour acquis. Non, admis-je. Je l'ai toujours protégée. Peut-être est-il temps qu'elle apprenne ce que le reste d'entre nous sait déjà, que les actes ont des conséquences, que nous devons rendre des comptes pour nos choix. Peut-être était-ce la leçon dont elle avait besoin, même si le moment et la méthode n'étaient pas idéaux. Je n'étais pas convaincue, mais ces mots me donnèrent une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, je n'avais pas complètement échoué en tant que mère. « Que fais-je maintenant ?» demandai-je. « Tu attends, » dit simplement Marc. « Tu lui laisses de l'espace pour digérer, pour arriver à ses propres conclusions. Et tu espères qu'un jour, elle comprendra pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Et si elle ne le fait pas ? La question se noua dans ma gorge. Alors tu sauras que tu as fait ce que tu pensais être juste, maman. C'est tout ce que n'importe qui d'entre nous peut faire. Après que nous ayons raccroché, je restai assise dans mon salon tandis que la soirée tombait,
les ombres s'allongeant sur le sol. La maison me semblait plus vide que jamais, hantée par les fantômes de ce qui aurait pu être. Les dîners du dimanche avec Melissa et Bradley, de futurs petits-enfants jouant sur ce même sol, une famille intacte et aimante malgré ses défauts. Avais-je sacrifié tout cet avenir pour un instant de vindicte? Pour la victoire creuse d'avoir donné une leçon à ma fille qu'elle ne me pardonnerait peut-être jamais? Alors que l'obscurité tombait complètement, ma sonnette retentit une dernière fois. Je m'approchai lentement, presque effrayée de voir qui se tenait de l'autre côté. Quand j'ouvris, Melissa était là, seule, les yeux rougis mais secs. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle, d'une voix faible mais assurée. Je m'écartai, mon cœur battant à tout rompre. Ce qui allait suivre déterminerait l'avenir de notre relation. Si nous avions un avenir, tout simplement. Elle entra, regarda autour d'elle dans l'espace familier, puis se tourna pour me faire face. « J'ai réfléchi, commença-t-elle, à ce que vous avez dit. Aux conséquences. Au respect. » Je retins mon souffle, attendant. « Je suis toujours en colère contre vous, continua-t-elle. Je pense toujours que ce que vous avez fait était cruel et inutile. Mais... » Elle hésita, puis redressa les épaules. « Mais je comprends aussi pourquoi vous l'avez fait. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était un début. Bradley a payé les fournisseurs, dit-elle. Tous. Avec son propre argent, pas celui de ses parents. Et il a dit à Herbert et Bitsy de ne pas se mêler de notre mariage. J'ai entendu, dis-je prudemment. Les yeux de Melissa se remplirent de nouvelles larmes. Il a dit que si je pouvais rayer ma mère de ma vie pour de l'argent, je pourrais un jour lui faire la même chose. Il a dit qu'il ne voulait pas être marié à quelqu'un qui valorisait la fierté plus que la famille. Les mots flottèrent entre nous, un défi et une opportunité. Et qu'avez-vous dit ? Demandai-je, ma voix à peine un murmure. Melissa me regarda droit dans les yeux, son regard plus honnête et vulnérable qu'il ne l'avait été depuis des années. J'ai dit que j'avais besoin de parler à ma mère. Le silence s'étira entre nous comme une chose vivante. Ma fille se tenait dans mon salon, plus vulnérable que je ne l'avais vue depuis des années, attendant une réponse que je ne savais pas comment lui donner. « Asseyez-vous, dis-je finalement, désignant le canapé. Voulez-vous du thé ?» Melissa hocha la tête, s'enfonçant dans les coussins. « Ce serait bien. » Le rituel familier de la préparation du thé me donna un instant pour rassembler mes pensées. Je remplis la bouilloire, sortis 2 tasses, y compris celle ébréchée que Melissa m'avait peinte en CE2 et que je ne pouvais toujours pas me résoudre à jeter, et sélectionnai son mélange de camomille préféré dans le placard. Quand je revins avec les tasses fumantes, Melissa avait retiré ses chaussures et replié ses pieds sous elle sur le canapé, exactement comme elle le faisait adolescente lorsque nous avions nos conversations à cœur ouvert. Le geste, si inconsciemment familier, me noua la gorge d'émotion. « Alors, dis-je, m'installant dans mon fauteuil en face d'elle. Vous vouliez parler. » Elle enveloppa ses mains autour de la tasse, fixant le liquide tourbillonnant. Je ne sais même pas par où commencer. « Et si on commençait par l'honnêteté ?» suggérai-je doucement. « Pas de caméra, pas d'avocat, pas de beaux-parents. Juste vous et moi, à dire la vérité pour une fois. » Melissa prit une profonde inspiration. « D'accord. La vérité, c'est que je suis humiliée, et furieuse, et blessée, et confuse. Et une partie de moi veut ne plus jamais vous parler. » Chaque mot était comme une petite lame, mais j'acquiesçai. « Je comprends. » Et ensuite. « Et. » Elle leva les yeux, ses yeux brillants de larmes non versées. « Et je ne peux pas arrêter de penser à ce que vous avez dit. Au fait de vous traiter comme un distributeur automatique au lieu d'une mère. Au fait de vous prendre pour acquise. À cette chose stupide et horrible que j'ai dite au dîner de la veille du mariage. »« Pourquoi l'avez-vous dit ?» demandai-je, la question qui me hantait depuis des jours. « Qu'est-ce qui vous passait par la tête ?» Melissa posa sa tasse, passant ses mains dans ses cheveux avec frustration. « Je ne sais pas. J'étais nerveuse, je buvais trop et j'essayais d'impressionner les amis de Brad. Ils racontaient tous des histoires sur leur famille, et ils étaient si sophistiqués, si différents de nous. Et j'ai voulu appartenir. En vous moquant de moi. » La blessure s'insinua dans ma voix malgré tous mes efforts. « Ce n'était pas à cause de vous, dit-elle rapidement, puis se reprit. Non, ce n'est pas vrai. C'était à cause de vous, mais pas la vraie vous. La vous que j'ai créée dans ma tête pour expliquer pourquoi je me sentais si déplacée dans le monde de Brad. » Je fronçai les sourcils, essayant de comprendre. « Que voulez-vous dire ?» Elle soupira, cherchant ses mots. « Quand j'ai commencé à fréquenter Brad, tout a changé. Soudain, j'étais entourée de gens qui avaient tout ce que j'avais toujours voulu,
de l'argent, des relations, de l'assurance. Ils semblaient tous savoir exactement qui ils étaient et où était leur place. Et je me sentais comme une imposture, comme si d'une minute à l'autre ils allaient réaliser que je n'étais qu'une fille d'une petite maison du mauvais côté de la ville. « Tu n'as jamais été juste quoi que ce soit, dis-je fermement. Tu étais intelligente, déterminée et capable. Je le sais, maintenant, admit elle. Mais à l'époque, j'étais terrifiée d'être découverte. Alors j'ai créé ce récit, la pauvre Mélissa, qui a dû se battre pour partir de rien, dont la mère peu sophistiquée ne pouvait pas comprendre le monde dans lequel elle entrait. » L'aveu me stupéfia. Pendant tout ce temps, j'avais cru qu'elle avait honte de moi parce que je n'étais pas assez bien. Mais elle avait eu honte d'elle-même, projetant ses sentiments sur moi. « C'est pourquoi je vous repoussais constamment, » continua-t-elle. « Pourquoi j'étais si critique. Chaque fois que vous posiez une question sur les coûts du mariage ou suggériez des alternatives, j'avais l'impression que vous essayiez de me ramener à un endroit que j'étais désespérée de fuir. J'essayais juste d'être pratique, dis-je doucement, pour ne pas me ruiner pour un seul jour. Je le sais maintenant, dit-elle, sa voix se brisant. Mais à l'époque, tout à quoi je pouvais penser était, ne veut-elle pas que j'aie de belles choses? Ne comprend-elle pas à quel point c'est important? Ne veut-elle pas que je m'intègre chez les Harrington? Je voulais que tu sois heureuse, dis-je. Mais je voulais aussi que tu sois réaliste. Et respectueuse. Mélissa hocha la tête, essuyant une larme qui avait coulé sur sa joue. Le commentaire au dîner de la veille du mariage. J'essayais de faire cette blague stupide sur la façon dont j'étais enfin arrivée, comment j'avais laissé ma vieille vie derrière moi. Mais c'est sorti tout de travers, et puis j'ai vu l'expression sur votre visage. « Pourquoi ne t'es-tu pas excusée ?» demandai-je, la question qui m'avait le plus tourmentée. Elle détourna le regard, honteuse. Parce qu'admettre que je vous avais blessé signifiait admettre que j'étais le genre de personne qui blesserait sa mère pour impressionner des étrangers. Et je ne pouvais pas faire face à cela. Alors j'ai fait semblant que ce n'était rien, que vous réagissiez de manière excessive, que ce n'était qu'une blague inoffensive que tout le monde avait déjà oubliée. L'honnêteté était brutale mais nécessaire. Pour la première fois peut-être depuis des années, ma fille se voyait clairement, et me permettait de la voir aussi. Et puis les fournisseurs ont commencé à appeler, continua-t-elle. Et soudain, tout s'effondrait, et c'était tellement plus facile de vous blâmer que d'admettre ma propre responsabilité. Vous auriez dû lire ces contrats, dis-je, sans méchanceté. Vous auriez dû poser des questions. Je sais, admit elle. J'ai juste supposé, eh bien, j'ai supposé que vous gériez tout comme vous l'avez toujours fait. C'est le problème, n'est-ce pas? J'ai toujours supposé que vous nettoieriez mes bêtises. J'acquiesçai, sirotant mon thé pour cacher l'émotion qui menaçait de me submerger. C'était la conversation que nous aurions dû avoir il y a des années, avant que le ressentiment et la douleur n'aient érigé un mur entre nous. Brad a payé les fournisseurs, dit Mélissa après un instant de silence. Tous. Il a dit que cela valait chaque centime pour commencer notre mariage sur de bonnes bases. Mélissa baissa les yeux vers ses mains. Je ne sais pas. Je veux essayer. Mais ce n'est plus seulement à propos de nous. Herbert et Bitsy sont furieux contre vous. Ils pensent que vous m'avez délibérément humilié pour vous venger. Et que pense Bradley? Demandai-je. Un petit sourire effleura ses lèvres. Bradley pense que j'avais besoin d'apprendre que les actes ont des conséquences. Il dit que c'est une leçon que ses parents ne lui ont jamais enseignée et qu'il a dû l'apprendre à la dure lors de son premier emploi. Homme intelligent, murmurai-je. Il pense aussi. Mélissa hésita. Il pense que je dois réparer les choses. Publiquement. Je fronçai les sourcils. Que voulez-vous dire? Le reportage, maman. L'article de journal. Tout le monde pense que vous êtes la méchante dans cette histoire, que vous m'avez délibérément tendu un piège et abandonné. Bradley dit que si je veux être le genre de personne qu'il veut épouser, je dois dire la vérité. Mon cœur fit un bond. Vous feriez cela? Risquer votre relation avec les Harrington. Ils ne sont pas ma famille, dit Mélissa doucement. C'est vous. Et s'ils ne peuvent pas accepter que j'ai commis des erreurs et que je doive les reconnaître, alors peut-être ne sont-ils pas les beaux-parents que je croyais. Pour la première fois depuis que toute cette épreuve avait commencé, je sentis une lueur d'espoir. Pas seulement pour une réconciliation, mais pour un véritable changement. Chez Mélissa, dans notre relation, dans la façon dont nous allions avancer à partir de là. Que proposez-vous exactement? Demandai-je. Une déclaration à la presse, dit-elle. Pour rétablir les faits. Assumer ma part de responsabilité dans tout cela. M'excuser publiquement auprès de vous, de la même manière que je vous ai humilié publiquement. Le geste était significatif, mais j'hésitais.
Êtes-vous sûre, Melissa? Les Harrington ont beaucoup d'influence dans cette communauté. Dans votre cercle social. Elle redressa les épaules. Je suis sûre. C'est la bonne chose à faire. Et d'ailleurs, ajouta-t-elle avec une pointe de son ancienne vivacité, Bradley dit que si ses parents ne peuvent pas nous soutenir en faisant ce qui est juste, alors peut-être devons-nous reconsidérer l'influence qu'ils ont dans nos vies. Je tendis la main à travers l'espace entre nous et pris la main de ma fille. Elle était chaude et douce, si semblable à la main de la petite fille que je tenais pour traverser la rue, mais portant maintenant le poids des décisions et responsabilités d'adulte. Quoi que vous décidiez, dis-je, je vous soutiendrai. C'est ce que font les mères. Des larmes coulèrent sur ses joues. Même après tout ce que j'ai fait. Même alors, l'assurai-je. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de conversation difficile à venir, ou que tout est magiquement réglé. Mais cela signifie que nous y ferons face ensemble. Elle me serra la main, une promesse silencieuse. Le lendemain matin, Melissa appela un journaliste du quotidien local. Pas Vanessa Chen, qui m'avait tendu un piège devant ma porte, mais un journaliste plus expérimenté, réputé pour sa couverture équitable. Elle lui demanda de nous rencontrer dans un petit café en centre-ville, un terrain neutre pour ce qui serait une conversation difficile. Bradley insista pour venir avec nous. « Cela nous concerne tous », dit-il simplement. « Nous sommes une famille maintenant. » Le journaliste, un homme d'âge mûr nommé Michael Donovan, arriva précisément à l'heure, bloc-notes à la main, l'expression professionnellement neutre. Il avait couvert l'histoire originale et semblait surpris de recevoir l'appel de Melissa, demandant une interview de suivi. « Alors, dit-il après que nous ayons commandé du café, vous vouliez rétablir les faits. » Melissa hocha la tête, visiblement nerveuse mais déterminée. « Oui. L'histoire parue dans votre journal, et le reportage télévisé, n'était pas exact. Ou plutôt, elle n'était pas complète. » Michael haussa un sourcil. « De quelle manière ?» Melissa prit une profonde inspiration. « Ils ont dépeint ma mère comme la méchante dans cette situation, et moi comme la victime innocente. Ce n'est pas toute la vérité. » Au cours de l'heure suivante, Melissa exposa toute l'histoire. Son sentiment croissant d'avoir droit à tout, son manque de respect envers moi, le commentaire cruel au dîner de la veille du mariage, sa négligence à signer des contrats sans les lire. Elle ne s'épargna pas, décrivant son comportement avec une honnêteté brutale. « Ma mère a versé 32 500 € d'acompte pour mon mariage, » conclut-elle. C'était son cadeau pour moi. Un cadeau qui a exigé qu'elle vide son compte de retraite et contracte un second prêt hypothécaire. Le fait que j'en attendais plus, que je me sentais en droit d'avoir plus, dit tout de moi et rien d'elle. Michael avait pris des notes régulièrement, son expression ne trahissant rien point. « Et les contrats ? Votre mère admet ne pas vous avoir explicitement dit que vous seriez responsable des montants restants. »« C'est vrai, intervins-je. Et c'était mal de ma part. J'étais blessée et en colère, et j'ai laissé ces émotions guider mes actions. Mais j'aurais dû lire ce que je signais, ajouta Melissa fermement. J'ai 29 ans, je ne suis pas une enfant. Cette responsabilité m'appartient. » Bradley, qui avait été discrètement solidaire jusque-là, finit par prendre la parole. « J'ai réglé toutes les sommes dues. Ce n'est plus une question d'argent. Il s'agit de rétablir la vérité et d'assumer nos actions, nous tous. » Michael nous regarda tour à tour, réévaluant clairement le récit qu'il avait précédemment rapporté. « Les Harrington, vos beaux-parents, précisa-t-il, en regardant Melissa. Il s'était montré très loquace dans l'histoire originale, dépeignant cela comme une tromperie délibérée de la part de Joanne. Avez-vous discuté de cette nouvelle perspective avec eux ? » Melissa et Bradley échangèrent un regard. « Pas encore, » admit Bradley. « Mais nous avons l'intention de le faire. Ce sont mes parents, et je les aime, mais ils n'ont pas à dicter la façon dont nous gérons nos affaires familiales. » « Et Joanne fait partie de la famille, » ajouta Melissa, tendant la main pour prendre la mienne de l'autre côté de la table. « Ma famille. » Ce geste, simple mais puissant, me tira les larmes des yeux. Michael ferma son carnet. C'est une histoire bien différente de celle que nous avons publiée. C'est la vraie histoire, dit Melissa fermement. Et je suis prête à témoigner officiellement de tout cela, y compris de mes excuses à ma mère pour la façon dont je l'ai traitée, non seulement pendant la planification du mariage, mais depuis des années. Le journaliste hocha lentement la tête. J'aimerais faire un article de suivi. Une vision plus équilibrée de ce qui s'est passé. Seriez-vous tous les trois prêts à être photographiés ensemble ? À montrer un front uni ? Absolument, dit Bradley avant que Melissa ou moi n'ayons pu répondre. Il est temps que tout le monde connaisse la vraie histoire. Alors que nous quittions le café, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines.
La vérité éclatait enfin, non seulement au public, mais aussi entre Mélissa et moi. Nous n'étions pas encore complètement guéris, pas tout à fait, mais nous avions franchi les premières étapes cruciales. Les Harrington ne vont pas être contents de ça, prévins-je tandis que nous marchions vers nos voitures. Bradley haussa les épaules. Probablement pas. Mais ils s'en remettront. Et s'ils ne s'en remettent pas? Il laissa la phrase en suspens. S'ils ne s'en remettent pas, nous nous en occuperons aussi, compléta Mélissa pour lui, en lui prenant la main. Ensemble. Je les regardai, ma fille et son mari, droits et unis, et sentis une vague de fierté. Peut-être cette épreuve, aussi douloureuse qu'elle ait été, avait-elle donné à Mélissa quelque chose de précieux. La force de se définir selon ses propres termes, et non par l'approbation des autres. L'article de suivi parut 2 jours plus tard, en bonne place à la une de la rubrique locale, controverse autour du mariage. Une famille se réconcilie. La photographie nous montrait tous les 3, bras dessus bras dessous, visage sérieux mais serein. L'histoire elle-même était équilibrée et juste, présentant toutes les perspectives sans désigner quiconque comme méchant ou victime. Dès midi, mon téléphone sonnait constamment. Amis, voisins, même des parents éloignés appelaient pour exprimer leur soutien, leur surprise, leur admiration pour le courage de Mélissa à admettre publiquement ses erreurs. Mais l'appel qui me rendait la plus anxieuse arriva, en fin d'après-midi, Herbert Harrington. « Joanne, dit-il, sa voix sèche mais non hostile. J'ai lu l'article. »« Bonjour, Herbert, répondis-je, me préparant. J'imagine que vous avez des réflexions à ce sujet. » En effet. Il marqua une pause, et je pouvais presque le voir choisir ses mots avec soin. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Dans quel sens? Mélissa a pris ses responsabilités, dit-il, l'air sincèrement surpris. Et Bradley l'a soutenu. Ils ont présenté un front uni, sans consultation avec Bitsy ou moi-même. Ce sont des adultes, Herbert, dis-je doucement. Ils fondent leur propre famille, prennent leurs propres décisions. Il resta silencieux un instant. Oui. Je suppose que oui. Une autre pause. Bitsy est contrariée. Elle se sent trahie, que Mélissa nous ait jetés en pâture après que nous l'ayons défendue si vigoureusement. Je suis désolée de l'apprendre, dis-je, et je le pensais. Malgré tout, je ne voulais pas créer une rupture permanente entre Mélissa et ses beaux-parents. Mais l'article ne vous a pas critiqué, Bitsy ou vous. Il a simplement présenté l'histoire complète, y compris des passages peu flatteurs pour chacun de nous. Ce son évasif était le plus proche d'un accord que j'étais susceptible d'obtenir d'Herbert Harrington. Bon, ce qui est fait est fait. La question est de savoir où nous allons à partir de maintenant. Cela dépend de vous, dis-je honnêtement. Mélissa et Bradley ont clairement exprimé leur position. Ils veulent la réconciliation, pas la division. Ils veulent que leur famille, toute leur famille, aille de l'avant ensemble. Vous y compris, dit Herbert, sans que ce soit tout à fait une question. Moi y compris, confirmai-je. Je suis la mère de Mélissa, Herbert. Cela n'a pas changé, même avec tout ce qui s'est passé. Il soupira lourdement. Bitsy et moi aurons besoin de temps. Ce n'est pas ainsi que nous avions imaginé les débuts du mariage de notre fils. Je comprends. Mais Herbert? Oui. N'attendez pas trop longtemps. La vie est courte, et la famille est précieuse. Quelque chose dont j'ai été douloureusement rappelée ces dernières semaines. Après avoir raccroché, je restais assise dans ma maison silencieuse, contemplant les étranges détours qu'avait pris ma vie. Il y a 3 semaines, j'avais vidé mon épargne retraite pour payer un mariage où je me sentais comme une invitée indésirable. Maintenant, je reconstruisais prudemment ma relation avec ma fille, naviguais une trêve provisoire avec ses beaux-parents, et retrouvais ma voix après des années de silence. La sonnette retentit, interrompant mes pensées. J'ouvris et trouvai Mélissa, l'air nerveuse mais déterminée. « Maman, dit-elle avant que je puisse parler, j'ai besoin de ton aide. » Je m'écartai pour la laisser entrer. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle arpentait mon salon, agitée. Herbert et Bitsy nous ont invités à dîner ce soir. Pour discuter de la situation, ont-ils dit. Bradley pense que ce sera une embuscade, qu'ils vont essayer de nous faire pression pour une sorte de rétractation publique ou d'excuse. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Demandai-je. Elle cessa de faire les 100 pas, me faisant directement face. Je pense qu'ils sont blessés et embarrassés et qu'ils essaient de reprendre le contrôle. Mais je ne veux pas me battre avec eux. Je ne veux pas choisir de camp. Alors ne le fais pas, dis-je simplement. Comment? Demanda-t-elle, la frustration évidente dans sa voix. Ils vont l'exiger. Ils le font toujours. C'est leur façon de faire ou rien. Je réfléchis à cela.
Et si tu n'étais pas seule? Et si tu avais du soutien? Mélissa fronça les sourcils. Bradley sera avec moi. Et si j'étais là aussi? Ses yeux s'écarquillèrent. Toi? À dîner avec les Harrington? Après tout ce qui s'est passé? Pourquoi pas? Dis-je, surprise par ma propre audace. Si nous voulons reconstruire cette famille, nous devons tous être autour de la table, au sens propre comme au figuré. Ils n'accepteront jamais, dit Mélissa, mais il y avait une étincelle d'espoir dans ses yeux. Qu'ils refusent, dis-je. Mais au moins l'invitation sera lancée. Cela montre que tu ne choisis pas ton camp, que tu souhaites la réconciliation pour tout le monde. Mélissa réfléchit à cela, puis hocha lentement la tête. Je les appelle tout de suite. Elle entra dans la cuisine pour passer l'appel, et j'entendis des bribes de la conversation. Le choc initial d'Herbert, la protestation de Bitsy en arrière-plan, l'insistance calme de Mélissa. Quand elle revint, son expression mêlait surprise et appréhension. Ils ont accepté. Dîner à 7 heures chez eux. Nous tous. Je haussai un sourcil. Eh bien, cela promet d'être intéressant. La propriété des Harrington était exactement aussi imposante que je l'avais imaginée. Une vaste demeure en retrait de la route, avec des jardins impeccablement entretenus et une allée circulaire où un voiturier attendait pour garer les voitures des visiteurs. Ma modeste berline semblait embarrassante de sa place parmi les véhicules de luxe déjà garés. « Prête ?» demanda Mélissa alors que nous approchions de l'énorme porte d'entrée, Bradley à ses côtés. « Autant que je le serai jamais », répondis-je, lissant ma simple robe noire, la plus belle chose que je possédais, mais toujours désespérément inadéquate pour un dîner chez les Harrington. Bitsy elle-même ouvrit la porte, son sourire tendu et ses yeux évaluèrent tandis qu'il me parcourait. « Joanne, comme c'est inattendu de vous avoir parmi nous. »« Merci de m'avoir invité, Bitsy, » dis-je, tendant la main. Elle la prit brièvement, sa poignée froide et molle. Herbert apparut derrière elle, grand et imposant dans une tenue décontractée qui coûtait probablement plus que mes mensualités de crédit immobilier. « Joanne, bienvenue chez nous. » La formalité était étouffante, mais je gardais mon calme tandis que nous étions conduits à travers la demeure vers une véranda à l'arrière, où des cocktails avaient été disposés sur un plateau d'argent. « À boire ?» offrit Herbert, versant déjà un liquide ambré dans des gobelets en cristal. « Juste de l'eau pour moi, merci, » dis-je, notant comment Mélissa accepta instantanément un verre de vin, sa main légèrement tremblante. Les banalités étaient insupportables. Commentaires sur la météo, compliments sur la maison, évitement prudent de tout sujet de fond. Finalement, alors que nous nous dirigions vers la salle à manger pour le dîner, Herbert s'éclaircit la gorge. « Je pense que nous savons tous pourquoi nous sommes ici, » dit-il, prenant place au bout de la table. « La situation est devenue plutôt publique et nous devons décider comment procéder. » Bitsy hocha la tête, ses cheveux parfaitement coiffés ne bougeant pas d'un millimètre. L'article était « malheureux ». Il nous a fait passer pour des monstres envahissants, tout en dépeignant Joanne comme une sorte de victime. « Ce n'était pas l'intention, » dit Mélissa rapidement. L'article a simplement présenté les faits, y compris mon comportement, qui était inexcusable. Néanmoins, continua Herbert comme si elle n'avait pas parlé, le mal est fait. La question est de savoir comment l'atténuer. Bradley posa sa fourchette. Il n'y a rien à atténuer, papa. La vérité est connue. Mélissa a assumé ses responsabilités. Les prestataires ont été payés. C'est terminé. La macoira d'Herbert s'asserra. Ce n'est pas fini tant que les gens en parlent. Tant que le nom des Harrington est associé à ce scandale. Est-ce cela qui vous préoccupe ? Demandai-je doucement. Votre réputation ? Tous les regards se tournèrent vers moi, comme surpris que j'ai osé prendre la parole. Notre nom de famille signifie quelque chose dans cette communauté, dit Bitsy froidement. Des générations de respect et d'influence, maintenant ternies parce que Mélissa a décidé de laver son linge sale en public. Elle a décidé de dire la vérité, la corrigeai-je. Il y a une différence. Les yeux d'Herbert se plissèrent. Une vérité arrangeante de votre point de vue, Joanne. Une vérité qui vous absout de votre tromperie, tout en dépeignant notre belle-fille comme gâtée et ingrate. J'étais gâtée et ingrate, interjeta Mélissa fermement. C'est ça le point, Herbert. Je me suis mal comportée, et puis j'ai assumé. C'est ce que font les adultes. Les adultes honorent aussi leurs engagements, claqua Bitsy. Joanne s'est engagée à payer votre mariage, puis s'est désengagée après coup. Je me suis engagée à payer les arts, dis-je calmement. Ce que j'ai fait, à hauteur de ** 32 500 € **, de l'argent que je n'avais pas en trop. Une pitance pour des gens de vos moyens,
ajoutai-je, regardant directement Herbert, mais tout mon compte épargne retraite et même plus. Personne ne vous a forcé à dépenser au-delà de vos moyens, dit Herbert avec dédain. En fait, dit Mélissa, sa voix coupante, c'est moi. J'ai constamment fait pression sur maman, lui ai fait sentir qu'elle était radine si elle remettait en question la moindre dépense, les ridiculisait en public alors qu'elle m'avait déjà tout donné ce qu'elle possédait. Elle se tourna vers moi, les yeux brillants de larmes. Et je suis tellement désolée, maman. Tellement profondément désolée. La nudité de son émotion réduisit au silence même les Harrington. Dans ce moment de calme, Bradley tendit la main de l'autre côté de la table et prit celle de sa femme. « C'est pourquoi nous voulions dîner, » dit-il, regardant ses parents. Non pas pour ressasser qui a fait quoi de mal, mais pour trouver un moyen d'avancer. Ensemble. Nous tous. Herbert et Bitsy échangèrent des regards, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. « Que proposez-vous exactement » demanda finalement Herbert. « Une trêve, » dit Bradley simplement. Plus de reproches, plus de déclarations publiques, plus de choix de camp. Juste la famille, cherchant comment coexister paisiblement. C'est un beau sentiment, dit Bitsy, son ton suggérant tout le contraire, mais les actions ont des conséquences. La tromperie de Johan A eu des conséquences, l'interrompis-je. J'ai failli perdre ma fille. J'ai été vilipendée dans la presse. J'ai dû faire face à mes propres échecs en tant que mère, à ma propre part dans la création de cette situation. Et mes actions ont eu aussi des conséquences, ajouta Mélissa. J'ai perdu la confiance de ma mère. J'ai mis en péril mon mariage avant même qu'il ne commence. J'ai dû examiner de près la personne que j'étais devenue, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Herbert se déplaça sur sa chaise, clairement mal à l'aise avec la direction de la conversation. Quoi qu'il en soit, le nom des Harrington est porté par votre fils et votre belle-fille, coupa Bradley fermement. Et nous vous disons que nous voulons la paix, pas la guerre. La réconciliation, pas la division. Et si nous ne pouvons pas l'offrir, défia Herbert. Bradley le regarda droit dans les yeux. Alors Mélissa et moi devrons prendre des décisions difficiles concernant notre future relation avec vous. La menace plana dans l'air, stupéfiant tout le monde. Jamais de ma vie je n'aurais imaginé que Bradley Harrington III tiendrait tête à son puissant père, surtout en mon nom. Bitsy se remit la première. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » dit-elle, sa voix plus aiguë que d'habitude. « Vous choisiriez, elle, plutôt que votre propre famille. »« Je choisis ma femme, » dit Bradley calmement. « Et je respecte sa relation avec sa mère. Le même respect que j'espérais qu'elle montrerait pour ma relation avec vous, si les situations étaient inversées. » Je regardais mon gendre d'un œil nouveau. Ce n'était pas l'homme choyé et passif que j'avais imaginé. C'était quelqu'un avec une boussole morale, avec du caractère, avec le courage de défendre ses convictions, même si cela lui coûtait. Herbert fixa son fils un long moment, puis se tourna vers moi. « Il semble que nous nous trouvions dans une impasse, Johan. »« Cela n'a pas à l'être, » dis-je doucement. « Nous voulons tous la même chose, une relation heureuse et saine avec Mélissa et Bradley. Nous pouvons choisir d'aller de l'avant, de laisser tomber la douleur et la colère, de construire quelque chose de nouveau sur les cendres de ce désastre. C'est un sacré défi, dit Bitsy, mais sa voix avait perdu de son mordant. Oui, répondis-je. Mais cela ne vaut-il pas la peine d'essayer, pour leur bien si ce n'est pour le nôtre? Herbert resta silencieux un long moment, étudiant le visage de son fils, puis celui de Mélissa, puis enfin le mien. Quoi qu'il y ait vu sembla l'atteindre, car ses épaules se détendirent légèrement. Je suppose, dit-il prudemment, qu'il n'y aurait aucun mal à une période d'apaisement. Le temps que les blessures cicatrisent et que les esprits se calment. Ce n'était pas une acceptation sans réserve de la réconciliation, mais c'était un début. Mélissa sourit timidement, cherchant ma main sous la table et la serrant. « Merci, Herbert, » dis-je sincèrement. « C'est tout ce que chacun de nous demande, une chance de recommencer. » Le reste du dîner se déroula dans une étrange détente. Pas chaleureuse, certes, mais plus ouvertement hostile. Au moment du dessert, nous avions même réussi quelques instants de conversation authentique, trouvant un terrain d'entente dans notre souci partagé du bonheur de Mélissa et Bradley. Alors que nous nous préparions à partir, Herbert me tira à part dans le hall. « Johan, » dit-il doucement, « je n'approuve toujours pas vos méthodes. Mais je commence à comprendre vos motivations. » Venant d'Herbert Harrington, c'était pratiquement une déclaration d'amitié. Je hochai la tête, acceptant la main tendue pour ce qu'elle était. « Et je comprends les vôtres. » répondis-je. Nous voulons tous les deux ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Nous avons simplement des idées différentes sur la manière d'y parvenir. En effet.
Il hésita, puis ajouta, Bradley semble différent, plus affirmé, indépendant. Est-ce une mauvaise chose? Demandai-je. Un léger sourire effleura ses lèvres. Pas nécessairement. Juste, inattendu. Alors que nous nous éloignions de la propriété des Harrington, Melissa posa sa tête sur mon épaule à l'arrière, Bradley au volant. Ça s'est mieux passé que je ne l'espérais, admit-elle. Je pensais qu'il y aurait plus de cris. Les Harrington ne crient pas, dit Bradley sèchement. Nous émettons des déclarations de désapprobation fortement formulées. Nous rîmes tous, la tension de la soirée se brisant enfin. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Melissa, regardant tour à tour son mari et moi. Maintenant, nous reconstruisons, dis-je simplement. Jour après jour, conversation après conversation. Ce ne sera pas facile, prévint Bradley. Mes parents ne pardonnent pas facilement ni entièrement. Moi non plus, admis-je. Mais je suis prête à essayer, pour ce qui compte le plus. Melissa me serra la main. Qu'est-ce que c'est? La famille, dis-je doucement. La vraie famille. Celle qui dit la vérité, qui se tient mutuellement responsable, qui pardonne mais n'oublie pas. J'aime l'idée, dit Bradley, croisant mon regard dans le rétroviseur. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon salon, entourée de cartons. La maison qui avait été mon foyer pendant des décennies était vendue, non par nécessité financière, bien que l'argent aiderait certainement à reconstituer mon épargne retraite, mais par choix. Melissa et Bradley avaient acheté une nouvelle maison. Pas une vaste demeure comme la propriété des Harrington, mais une belle maison de caractère avec un grand jardin et beaucoup de place pour la famille qu'ils espéraient fonder. Et à ma grande surprise, ils m'avaient demandé de vivre avec eux, dans un appartement aménagé au-dessus du garage indépendant que Bradley transformait en un cocon douillet rien que pour moi. Tu auras ton intimité, avait insisté Melissa en proposant l'idée. Ta propre entrée, ta propre cuisine. Mais tu seras aussi assez proche pour que nous puissions dîner ensemble, pour que tu puisses faire partie de nos vies quotidiennes. Et faire partie de la vie de nos enfants, le moment venu, avait ajouté Bradley. Nous voulons que nos enfants connaissent leur grand-mère, pas seulement pendant les vacances, mais tous les jours. L'offre m'avait tiré des larmes. Après tout ce que nous avions traversé, après la douleur, la colère et l'humiliation publique, voici ma fille qui m'invitait à revenir dans sa vie de la manière la plus intime possible. Es-tu sûre? Avais-je demandé. Et les Harrington? Melissa et Bradley avaient échangé un regard. Nous en avons discuté avec eux, dit Bradley prudemment. Ils s'adaptent à l'idée. Herbert a suggéré que nous t'achetions plutôt un appartement, admit Melissa avec un petit sourire. Quelque part à proximité, mais pas tout à fait si près. Et Bitsy trouve ça terriblement démodé, plusieurs générations vivant ensemble, ajouta Bradley en roulant des yeux. Comme si c'était une mauvaise chose. Mais c'est notre décision, dit Melissa fermement. Notre famille, notre choix. Maintenant, tandis que j'emballais les souvenirs de ma vie dans cette petite maison verte, je m'émerveillais de tout ce qui avait changé en quelques mois seulement. La relation entre Melissa et moi était encore en train de guérir, encore fragile par endroits, mais plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années. Nous parlions, vraiment parlions, de nos sentiments, de nos peurs, de nos espoirs pour l'avenir. Elle avait même recommencé à venir me demander conseil, non seulement pour des questions pratiques, mais aussi pour son mariage, sa carrière, ses rêves. La sonnette retentit, interrompant mes préparatifs. J'ouvris et trouvai Bitsy Harrington sur mon porche, l'air visiblement mal à l'aise. « Bitsy, dis-je, surprise. Je vous en prie, entrez. » Elle entra avec hésitation, regardant les cartons avec un mélange de curiosité et de dégoût. « Vous allez vraiment le faire, alors? Emménager avec Bradley et Melissa? » « Oui, confirmai-je. Ils m'ont créé un espace charmant. » Bitsy hocha la tête raidement. « C'est en fait pour cela que je suis ici. Je voulais vous donner quelque chose. » Elle tendit un petit paquet emballé. Un cadeau de pendaison de crémaillère, en quelque sorte. Touchée et déconcertée, j'acceptai le paquet et le déballai soigneusement. À l'intérieur se trouvait un cadre photo en argent, élégant et visiblement coûteux. Mais c'est la photographie à l'intérieur qui me coupa le souffle. Melissa petite fille, avec un sourire édenté et radieux, ses bras enlacés autour de mon cou tandis que je riais devant l'appareil photo. Melissa m'en a donné une copie, expliqua Bitsy, observant attentivement ma réaction. Elle a dit que c'était sa photo préférée de vous deux. Je traçai l'image du bout du doigt, me souvenant de ce jour-là, le 7e anniversaire de Melissa, lorsque j'avais péniblement réuni assez d'argent pour une sortie au zoo. « Merci, dis-je, la voix chargée d'émotion. Cela signifie beaucoup. » Bitsy se déplaca maladroitement.
Herbert et moi avons parlé de la famille, de ce que cela signifie de soutenir les choix de Bradley et Melissa, même quand nous ne les comprenons pas entièrement. Et l'incitai-je doucement. Et nous avons décidé que, peut-être y a-t-il de la place pour plus d'une sorte de mère dans la vie de Melissa. Elle me regarda directement dans les yeux pour peut-être la première fois. Différentes, mais tout aussi importantes à leur manière. Ce n'étaient pas des excuses, pas exactement point, mais venant de Betsy Harrington, c'était monumental. Une reconnaissance, une concession, une ouverture. J'aimerais beaucoup, dis-je simplement. Elle hocha la tête une fois, sèchement, comme pour conclure une affaire. Bon, je devrais vous laisser retourner à vos cartons. Le dîner du dimanche est à 18h, au fait. Herbert fera des grillades. Il me fallut un instant pour réaliser ce qu'elle disait. Vous m'invitez à dîner ? Une pointe de sourire effleura ses lèvres. Nous sommes tous une famille maintenant, n'est-ce pas ? Pour le meilleur et pour le pire. Après son départ, je suis restée debout dans mon salon à moitié en carton, tenant la photographie encadrée et m'émerveillant des étranges tournants que la vie pouvait prendre. 3 mois auparavant, j'étais en guerre avec ma fille, vilipendée par la presse, ruinée financièrement. À présent, je me préparais à emménager dans une maison où j'étais sincèrement désirée, reconstruisant ma relation avec Melissa jour après jour, et apparemment acceptée avec prudence par les redoutables Harrington. Tout cela parce que j'avais finalement tenu bon, finalement exigé le respect que je méritais, finalement tenu ma fille responsable de ses actes au lieu de lui chercher des excuses. Le téléphone sonna, Melissa, qui prenait des nouvelles de mes préparatifs de déménagement et me rappelait les échantillons de peinture qu'elle voulait que je regarde pour mon nouvel appartement. Je pensais au verre sauge pour le salon, dit-elle avec enthousiasme. Ça irait à merveille avec ton fauteuil de lecture, celui aux accoudoirs usés que tu aimes tant. Le fauteuil que tu as essayé de me faire jeter l'année dernière parce qu'il était défraîchi, ai-je taquiné. Elle rit, un son chaleureux et sincère à travers le téléphone. Oui, eh bien, j'ai appris quelques trucs depuis. Comme le fait que certaines choses ont de la valeur grâce à leur histoire, pas à leur apparence. Parlons-nous toujours de meubles ? Demandai-je avec ironie. Tu sais bien que non, dit-elle doucement. Je t'aime, maman. On se voit demain pour la visite ? Je serai là, promis-je, avec les échantillons de peinture et mon fauteuil défraîchi. Après avoir accroché, je plaçai avec soin la photographie encadrée dans une boîte marquée « Souvenir », la protégeant avec du papier de soie pour la garder en sécurité pendant le déménagement. Puis je me tins au centre de ce qui avait été mon salon pendant 20 ans, observant les murs nus, les espaces vides où les meubles avaient trôné, les rectangles de peinture intacts où les tableaux avaient été accrochés. Cette maison nous avait abrités à travers tant de choses, l'enfance de Melissa, ses années d'adolescence, ses étés d'étudiante. Elle avait servi de décor aux matins de Noël et aux fêtes d'anniversaire, aux batailles pour les devoirs et aux confidences tardives. Elle avait été témoin de nos joies et de nos peines, de nos disputes et de nos réconciliations. Mais une maison n'était qu'un bâtiment. Un foyer était tout autre chose. Quelque chose que l'on porte en soi, que l'on construit ensemble, quelque chose qui peut être brisé et reconstruit, parfois plus fort qu'avant. En scellant le dernier carton, je pensais au chemin qui m'avait mené ici. Au moment, lors de ce repas de veille de mariage, où la cruauté désinvolte de ma fille avait brisé quelque chose en moi. Au contrat que je l'avais laissé signer sans la prévenir des conséquences. À l'humiliation publique, aux accusations, aux menaces. Et à ce qui était né de ces cendres. Une nouvelle compréhension entre mère et fille, un nouveau respect, une nouvelle honnêteté qui pourrait, avec le temps, créer un lien plus fort que tout ce que nous avions connu auparavant. J'avais vidé mon épargne retraite pour payer le mariage de Melissa, oui. Mais ce faisant, et dans les douloureuses conséquences, je lui avais donné quelque chose de bien plus précieux qu'une journée parfaite dans une robe de grand couturier. Je lui avais offert le cadeau de la responsabilité, des conséquences, de la maturité. Et elle m'avait donné quelque chose en retour, le courage de me défendre, d'exiger le respect, d'être vue non pas seulement comme un carnet de chèques ou un filet de sécurité, mais comme une femme avec ses propres besoins, ses sentiments et ses limites. Alors que je portais le dernier carton jusqu'à ma voiture, je souriais de l'ironie. Ma fille m'avait traité d'inutile devant tout le monde, pensant m'avoir réduite à néant. Mais dans ce moment de cruauté, elle m'avait en fait libérée. Libérée du rôle de pourvoyeuse sans fin, libérée du fardeau du sacrifice non apprécié, libre d'être enfin moi-même. Parfois, il s'avère que le plus beau cadeau qu'une mère puisse faire à son enfant est le refus d'être tenue pour acquise. Et parfois, le cadeau de mariage le plus précieux ne se trouve sur aucune liste, mais dans la sagesse durement acquise qui découle de la confrontation aux conséquences de ses propres actes. Melissa avait eu le mariage de ses rêves, avec des pivoines, des feux d'artifice et une robe de créateur. Mais elle avait aussi obtenu autre chose,
quelque chose qui lui servirait bien davantage dans les années à venir. La conscience que même les personnes qui vous aiment le plus ont leur point de rupture, et que le respect n'est pas une option dans une relation qui en vaut la peine. Quant à moi, j'avais perdu mon épargne retraite, oui. Mais j'avais gagné quelque chose d'inestimable, ma dignité, ma voix, et une fille qui me voyait enfin, me voyait vraiment pour la première fois depuis des années. Tout bien considéré, ce n'était pas un mauvais échange.